Eh bien, écoutez, bonsoir chers amis, bienvenue pour cette conférence d'introduction à Freud en quelque sorte, hein. Ça va être, parce que ça aurait été trop compliqué de tout résumer, on va rentrer dans le dur du sujet. Je vais un peu vous expliquer la méthode qu'on va suivre ce soir. C'est-à-dire que parler de tout Freud, de toute sa vie, toute son œuvre, ça aurait été beaucoup trop long. Donc forcément, j'ai dû faire des choix. Mais on va essayer un peu de retracer son parcours intellectuel, sa vie. Donc on va un peu parler de l'homme Freud. On va parler aussi de ses publications et j'attirerai votre attention sur particulièrement deux ouvrages qui, moi, m'ont particulièrement touché de Freud. Et on va aussi beaucoup parler au cours de cette conférence de ces réseaux, en fait, des cercles psychanalytiques, voilà, de comment est née la psychanalyse, ça va être une grosse partie de notre raisonnement, et aussi de toutes les personnes qui ont gravité de près ou de loin autour de Freud. Et vous allez voir que c'est très intéressant. On va déjà poser quelques bases et je ne vais pas continuer mon introduction plus longtemps, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Freud, ses origines et son début de carrière. Alors comme vous le savez, Freud est né dans une famille juive. Alors son père était, comment dire, sa lignée paternelle avait des liens avec le hassidisme, mais son père était plutôt ce qu'on pourrait appeler un juif assez laïque. Et Freud lui-même a reçu une culture juive, mais il n'a pas été élevé dans un cadre proprement religieux. C'est beaucoup plus quelque chose de culturel, de latent, que de religieux. Alors, je vais vous citer, je donnerai quelques indications, mais tous les passages que je vais citer sont tirés des lettres de Freud ou de son autobiographie. Donc là, c'est dans un passage de La science des rêves, un ouvrage qu'on abordera tout à l'heure, dans lequel il relate un souvenir d'enfance. J'arrive enfin à l'événement de ma jeunesse qui agit aujourd'hui encore sur tous ses sentiments et tous ses rêves. Je devais avoir 10 ou 12 ans quand mon père commença à m'emmener dans ses promenades et à avoir avec moi des conversations sur ses opinions et les choses en général. Un jour, pour me montrer combien mon temps était meilleur que le sien, il me raconta le fait suivant. Une fois, quand j'étais jeune, dans le pays où tu es né, je suis sorti dans la rue un samedi, bien habillé, et avec un bonnet de fourrure tout neuf. Un chrétien survint. D'un coup, il envoya mon bonnet dans la boue en criant Juif, descends du trottoir. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai ramassé mon bonnet, dit mon père avec résignation. Là, vous avez déjà un peu une citation qui permet de vous replonger dans l'ambiance et vous allez comprendre qu'en fait, la judaïté de Freud a été une vraie question. C'est pas du tout quelque chose, comment dire, qui ne l'a pas tourmenté, qui n'a pas influencé sa vision, sa vie et ses conceptions. Au contraire, il a une relation assez ambivalente avec sa judaïté, comme cet extrait nous le rappelle. Autre élément, dans une lettre à Martha, donc sa femme. Tandis que nous parlementions et qu'il acceptait d'ouvrir la bouche d'aération à la place de la fenêtre, donc là c'est quand Freud était jeune et qu'il était dans le train, quelqu'un s'écria du fond du compartiment. C'est un sale juif. Et du coup, toute l'affaire prit une nouvelle tournure. Mon premier ennemi, devenu lui aussi antisémite, déclara Nous autres chrétiens, nous avons le sens du bien général. Soumettez donc votre cher petit moi à la règle. Mon deuxième ennemi me fit savoir, avec des injures conformes à son niveau de culture, qu'il allait monter sur les bancs pour me faire voir. Il y a un an, j'aurais été si bouleversé que je n'aurais pu proférer un mot. Mais j'ai changé. Je n'ai pas eu peur de cette racaille. J'ai prié l'un de garder pour lui ses considérations générales, vu qu'elles ne m'inspiraient aucun respect, et l'autre de prendre la peine de se déplacer pour recevoir une réponse méritée. J'étais tout à fait décidé à l'assommer, mais il n'est pas venu. Je me félicite de n'avoir pas usé d'injures. Il faut toujours laisser cela à ces messieurs. Voilà. Autre témoignage sur l'ambiance assez peu judéophile de l'Autriche de la fin du 19e siècle. Donc voilà, ça c'était un peu quelques éléments d'entrée en matière assez légers. On va maintenant aborder un point vraiment important. Donc Freud, vous avez compris, né dans une famille juive. Il est très tôt, comment dire, baigné de culture savante. Voilà, son père lui fait lire la Bible. Donc même s'il ne connaît pas l'hébreu, très tôt il est attiré par la connaissance en général. Il lit énormément de choses, il s'intéresse à énormément de choses. Et très vite se pose une question de ce qu'il va devenir de sa vie et à quoi va-t-il donner son temps en quelque sorte, puisqu'il est attiré à la fois par la médecine, mais pas dans le sens où ses contemporains l'entendent. C'est-à-dire que Freud va étudier la médecine, on va d'ailleurs parler de sa vie à l'université, mais en fait, la médecine en tant que champ de connaissances et en tant que compréhension de l'humain l'intéresse. Et vous avez compris qu'avec compréhension de l'humain,
indirectement, on peut déboucher sur des considérations qui vont amener à la psychanalyse. Mais l'exercice de la médecine, déjà, il n'a pas validé ses diplômes pour ceci, et ça ne l'intéressait pas du tout. Donc, on va maintenant aborder la question de la vie universitaire à Vienne, puisque Freud a très tôt vécu à Vienne. Il a passé presque plus de 60 ans à Vienne, hein, quasiment, sachant qu'il est mort à plus de 70 ans. Donc Vienne est vraiment une ville avec laquelle il a eu une relation très ambivalente au cours de sa vie, puisque assez antisémite dans les cercles très bourgeois, très catholiques conservateurs, mais en même temps, il y a passé énormément de temps. Et vous allez voir que la vie à l'université à l'époque était, comment dire, assez dure, surtout quand on appartenait à une ethnie, quand on appartenait à la communauté juive. Donc là, on va revenir sur quelques passages. Et ça va un peu vous donner aussi une idée de son bouillonnement intellectuel. La vocation de Freud, qui s'accomplit après tant de détours, en se créant pour finir un objet inédit, garde quelque chose de troublant pour la plupart des biographes. Pourquoi, se demande-t-on, pourquoi cet homme, qui dans son enfance et son adolescence admirait surtout des figures historiques incarnant la puissance et l'action, décida-t-il brusquement de faire sa médecine et de se consacrer à la recherche biologique? C'est prendre ses désirs enfantins un peu trop à la lettre, et oublier que dans ces sortes de rêves, le désir, l'élan juvénile vers un modèle, compte probablement bien plus que le contenu de l'action. Du fait que Freud vénérait indistinctement Hannibal, Napoléon, Masséna, Cromwell, sans oublier naturellement Goethe et Shakespeare, on peut conclure tout au plus qu'il avait un besoin impérieux d'accomplir des choses grandes et neuves, qu'il aspirait, comme ses maîtres, à découvrir, à faire connaître et à dominer des aspects nouveaux de la réalité. La recherche scientifique, encore que moins spectaculaire que la conquête militaire ou la domination politique, pouvait fort bien se prêter à un pareil dessein. En revanche, un point dans la vocation de Freud reste effectivement obscur. C'est le choix de la médecine, profession pour laquelle il n'avait aucun goût et même de son propre aveu, aucune aptitude particulière. Freud constate souvent cette contradiction sans trop s'efforcer de l'éclaircir. Ainsi, tout au début de son autobiographie, on peut lire « Bien que nos moyens d'existence furent fort médiocres, puisque Freud et sa famille ont très longtemps vécu dans un état de pauvreté, mon père insista pour que je suivisse mon inclination dans le choix d'une profession. Ni à cette époque, ni plus tard, je ne ressentis une prédilection particulière pour la situation et les préoccupations du médecin. Je ne l'ai d'ailleurs pas ressenti de lui. J'étais plutôt mu par une sorte de soif de savoir, mais qui se portait plus sur ce qui touche les relations humaines que sur les objets propres aux sciences naturelles. Soif de savoir qui n'avait d'ailleurs pas encore reconnu l'observation comme principal moyen de se satisfaire. » Donc là, ça donne déjà un élément très important pour la constitution de la psychanalyse en tant que domaine de recherche, domaine de compétence, domaine intellectuel. C'est-à-dire que dans le parcours intellectuel de Freud, et c'est lié à la naissance de la psychanalyse, en fait, on comprend que Freud était tiraillé entre différentes aspirations. D'un certain point de vue, la médecine en tant que pratique et préoccupation quotidienne du médecin en tant qu'activité ne l'intéressait pas du tout, mais les connaissances biologiques sur le corps l'intéressaient, et surtout, il était très attiré par les lettres, par la littérature. Il a beaucoup écrit d'ailleurs sur la psychanalyse et la littérature, et en fait, c'est un peu ça. La psychanalyse naît de de volonté éparse et d'aspirations diverses, et quelque part d'aspirations intellectuelles, oui voilà, c'est ça, assez diverses. Et la psychanalyse est un peu au croisement de ça, entre littérature, médecine, philosophie, etc. J'en viens maintenant à un passage un peu plus intéressant sur justement la vie de Freud, étudiant à l'université à Vienne. Donc là, ça vous donne un peu une idée, et vous allez voir que dès sa jeunesse, il avait un peu le goût, je dirais pas de la provocation, mais l'idée de s'affirmer intellectuellement. On discutait dans un groupe d'étudiants allemands les relations des sciences naturelles et de la philosophie. J'étais alors un blanc-bec, tout plein des doctrines matérialistes, et je défendis ce point de vue de manière fort exclusive. Un de mes camarades, plus âgé et plus réfléchi, qui a montré depuis qu'il savait conduire les hommes et organiser les masses, combattit mon point de vue. Il dit que lui aussi, fils prodigue, avait gardé les cochons dans sa jeunesse et était revenu repentant dans la maison paternelle. Je m'emportai, je fus grossier et répondis que s'il avait gardé les cochons, je ne m'étonnais plus de ses façons de parler. Indignation générale, on me demanda de retirer mes paroles. Je refusai.
L'offensé eut trop de bon sens pour traiter cela comme une provocation et laissa aller les choses. Voilà, petit passage assez intéressant. Je continue. Toujours Freud qui écrit: l'université, où j'entrai en 1873, m'apporta d'abord quelques déceptions sensibles. J'ai rencontré cette étrange exigence. Je devais m'y sentir inférieur et exclu de la nationalité des autres parce que j'étais juif. La première de ces prétentions qu'on voulut m'imposer, je ne m'y soumis résolument pas. Je n'ai jamais pu saisir pourquoi je devrais avoir honte de mon origine, ou comme on commençait à dire, de ma race. Mais je renonçai sans regret à la communauté de nationalité avec les autres. Je pensais en effet qu'une petite place dans les cadres de l'humanité pourrait toujours se trouver dans un collaborateur zélé, même sans un tel enrôlement. Cependant, ces premières impressions d'université eurent une conséquence importante pour plus tard. Ce fut de me familiariser de bonne heure avec le destin qui me plaçait dans l'opposition et me faisait subir l'interdit d'une majorité compacte. Ainsi se prépara en moi une certaine indépendance en face de l'opinion. J'en viens maintenant à un autre passage. Donc je passe un peu là-dessus, mais en fait ce qu'il faut retenir, c'est que Freud va vraiment avoir un grand maître à l'université à Vienne, il va se faire quelques contacts, il va travailler pendant quelques temps en tant qu'interne, mais de manière très brève, et c'était d'ailleurs plus pour des raisons financières que par vocation de s'insérer dans les métiers médicaux. Donc voilà, galère à l'université, galère avec les petits métiers, mais beaucoup d'émulation intellectuelle avec certains grands maîtres qu'il apprécie et avec lesquels il s'entend plutôt bien. J'en viens maintenant à une affaire un peu plus tardive, quelques années après. Donc là, c'est la découverte, enfin pas la découverte, mais comment Freud s'est mis à redécouvrir, et même en quelque sorte à découvrir les effets de la cocaïne. En fait, il a fait l'essai de la cocaïne sur lui-même. Et en fait, c'était presque une expérience scientifique. Les résultats dépassèrent de loin son attente. Toutes ces lettres de cette époque parlent de la drogue avec une fougue sur un ton plein d'enthousiasme. Citons Freud. Si tout va bien, j'écrirai un article là-dessus et j'espère que la cocaïne se placera à côté et au-dessus de la morphine. Elle fait naître en moi d'autres espoirs encore et d'autres projets. J'en prends régulièrement de très faibles doses pour combattre la dépression et la mauvaise digestion. Et cela avec le plus brillant succès. J'espère parvenir à supprimer les vomissements les plus tenaces, même s'ils sont dus à quelques graves souffrances. Bref, c'est maintenant seulement que je me sens médecin. Si les choses marchent ainsi, nous n'aurons plus de soucis à nous faire au sujet de notre union et de notre installation à Vienne. Donc là, en fait, c'était une lettre à sa fiancée parce que Freud, pendant une grande partie de sa vie et jusqu'à presque 30 ans, et même lorsqu'il était jeune, a eu de graves soucis financiers. Même l'affaire de son père, quand il était jeune, son père était marchand. Ils ont voilà, vécu dans la pauvreté et surtout, ils étaient une famille nombreuse. Donc ça a aggravé la situation. Et même lorsque Freud est devenu adulte et a commencé à peu près bien gagner sa vie, lui-même a eu beaucoup d'enfants et il a aidé, par exemple, sa belle famille qui était en difficulté, donc il fallait nourrir tout ce beau monde. Donc là, c'est encore quand il est jeune et quand il écrit à sa femme. Et ce qu'il faut retenir, c'est que il a écrit un article très intéressant sur la cocaïne, mais qui a choqué à l'époque. Et c'est là un point fondamental, c'est que beaucoup des publications de Freud, lorsqu'il était jeune, ont choqué. Et cet article était un peu... Il manquait de rigueur scientifique, il s'enthousiasmait pour les effets thérapeutiques de la cocaïne, en tant que substituant de la morphine. Mais en fait, vu qu'il manquait de rigueur scientifique, pour le dire simplement, il n'avait pas assez lu la littérature académique sur la question, et pour le dire encore plus simplement, il n'y avait pas assez de notes de bas de page, il n'a pas vraiment eu la lumière qu'il méritait, alors que c'est l'un des premiers à avoir mis ce sujet en lumière. Et du coup, c'est quelqu'un d'autre, quelques semaines, quelques mois après, qui a un peu raflé la mise en mettant en avant l'usage thérapeutique de la cocaïne et qui a un peu grillé la priorité à Freud. Voilà, donc je passe sur cette anecdote assez intéressante. J'en viens maintenant à un point vraiment fondamental dans l'évolution intellectuelle de Freud. Donc là, il mène sa vie à Vienne, vous avez compris. Il a plus entre 20 et 30 ans. euh, les gardes en tant qu'interne, les curiosités intellectuelles, les professeurs d'université, la cocaïne, les fiançailles, etc. Il en vient, pour ses études et pour sa formation, à aller en France, à aller à Paris pour rencontrer un peu les pontes de la médecine de l'époque et surtout de domaines qui l'intéressent. Parce qu'en fait, Freud n'est pas venu à Paris pour discuter littérature, même si ça l'intéresse. Son but est la Salpêtrière, donc, le fameux hôpital à la Salpêtrière, où il se rend très très vite, enfin, excusez-moi, il se rend très très vite. Et en fait,
il rencontre à la salpêtrière Charcot, Jean-Martin Charcot, le fameux Charcot que nous connaissons tous, et il est vraiment subjugué par Charcot. Ça a vraiment été un choc intellectuel dans sa vie, bien plus que ses maîtres viennois. Et je vais vous lire un extrait dans une lettre qu'il a envoyée à sa femme pour un peu que vous puissiez vous faire une idée. Monsieur Charcot est arrivé à 10 heures. C'est un homme de 58 ans, de haute stature, coiffé d'un haut de forme, avec des yeux sombres, étonnamment doux. Un œil plutôt, l'autre est sans expression, affligé d'un strabisme convergent. De longs cheveux clairsemés, rejetés derrière les oreilles, rasés de près, une physionomie très expressive et des lèvres charnues. Bref, il a l'air d'un prêtre laïque à qui l'on suppose beaucoup d'esprit et une intelligence du bien vivre. Mis à part le haut de forme, la ressemblance est plutôt frappante entre le Charcot vu par Freud et celui que certains photographes ont pu saisir. La rencontre de ces deux hommes si différents, l'un mondialement célèbre, hein, parce que Charcot déjà à l'époque était vraiment connu dans tout le monde académique, et l'autre, comment dire, assez obscur, Freud à cette époque-là n'est pas du tout connu, il marche encore à tâtons, et bien en fait cette rencontre-là va vraiment marquer une date majeure dans l'histoire de la pensée scientifique. Elle fit à Freud une impression extraordinaire, dont il pressent déjà les suites pour son avenir et pour son œuvre. Citons-le. Je me sens vraiment très bien en ce moment, et je le crois, je suis en train de beaucoup changer. Charcot, l'un des plus grands médecins qui soit, un esprit génialement sensé, bouleverse tout simplement mes idées et mes intentions. Je sors souvent de ses conférences comme de Notre-Dame, avec un sentiment nouveau de la perfection. Mais il me secoue rudement. Quand je le quitte, je n'ai plus aucune envie de m'occuper de mes bêtises. Je viens de passer 3 jours à ne rien faire, sans toutefois me le reprocher. Mon cerveau est rassasié comme après une soirée de théâtre. Si la semence fructifiera un jour, je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'aucun être humain ne m'a jamais autant impressionné. Je cite encore une fois une autre lettre que Freud a envoyée à sa fiancée. Crois-tu vraiment que, vu du dehors, je sois aussi sympathique que tu le dis? Vois-tu, j'en doute fort. Je crois que l'on sent en moi quelque chose de bizarre. Et en dernière analyse, cela vient de ce que je n'ai pas été jeune dans ma jeunesse et que, maintenant que l'âge mûr approche, je ne parviens pas vraiment à vieillir. Il y eut un temps où je n'étais qu'avide de savoir et ambitieux. Un temps où je me sentais continuellement blessé de ce que la nature ne m'eût pas mis sur le front, le sceau du génie, qu'elle donne parfois par un caprice de sa bonté. Mais je sais depuis longtemps que je ne suis pas un génie et je ne comprends plus, pardon, et je ne comprends plus que j'ai souhaité l'être. Excusez-moi. Je ne suis même pas très doué. Toute ma capacité de travail réside dans mon caractère et dans une absence de déficience intellectuelle marquée. Toutefois, je sais aussi que ce mélange est très favorable à un succès laborieux, que, dans de bonnes conditions, je préfère mieux que Notnagel et auquel je me crois très supérieur, et peut-être égaler Charcot. Donc là, ça me permet un peu de faire la transition vers la vie personnelle de Freud. Sujet, là aussi, je ne vais pas m'apesantir sur certains détails, je ne vais donner que quelques indications. Donc, tout d'abord, je vais vous lire encore une fois un extrait très intéressant, et vous allez voir, après, je vais faire des analyses un peu plus personnelles, mais je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. Donc là, c'est encore une fois une lettre dans laquelle Freud revient un peu sur sa conception de la sexualité et de la morale. Et ça va nous servir pardon, de prémisse à la deuxième grande partie de la conférence. On va vraiment aborder la révolution psychanalytique avec les grands textes. J'avouerai que je n'ai aucune peur du bon Dieu. Si nous devions jamais nous rencontrer, j'aurais plus de reproches à lui faire que lui de critiques à m'adresser. Je lui demanderai pourquoi il ne m'a pas mieux équipé intellectuellement, et il pourrait difficilement m'opposer que je n'ai pas fait le meilleur usage de ma prétendue liberté. Sachez en effet que j'ai toujours été mécontent de mes dons, et je suis à même de dire exactement en quoi, mais aussi que je me tiens pour un homme très moral qui pourrait reprendre à son compte la belle formule de Théodore Vischer, selon laquelle les choses morales se comprennent toujours d'elles-mêmes. Pour ce qui est du sens de la justice et des égards envers autrui, du déplaisir à faire souffrir ou à désavantager les autres, je puis accepter la comparaison avec les meilleurs d'entre eux que j'ai connus. Je n'ai jamais réellement fait quelque chose de vil ou de méchant. Je n'en sens d'ailleurs pas la tentation, de sorte que je n'en tire pas non plus de fierté. Notez que je comprends la morale dont nous parlons ici au sens social, nullement au sens sexuel. La morale sexuelle telle que la définit la société, dans le cas le plus extrême, la société américaine, me paraît chose très méprisable.
Je prends la défense d'une vie sexuelle infiniment plus libre, encore que j'ai bien peu profité moi-même d'une telle liberté. Juste assez, toutefois, pour me sentir moi-même à la limite de ce qui est permis dans ce domaine. On va maintenant aborder assez brièvement les liens entre Freud et sa femme, donc Martha Bernays, pardon, qui est devenue par la suite Martha Freud. Ah, quelqu'un nous a rejoint, fantastique. Megumi est là. Donc là, bah, excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. En fait, là, c'est une lettre dans laquelle, très intéressante, mais assez rigolote, dans laquelle, en fait, Freud avoue à Martha, donc ils sont fiancés, c'est les débuts de leur fiançailles, ils ne sont pas encore mariés. Et en fait, c'est une lettre dans laquelle Freud admet que ça n'est pas les aspects physiques qui l'intéressent le plus chez sa femme. Manière assez maladroite de dire que et c'est la même famille, Colo. Je savais que tu allais rebondir là-dessus, je savais que tu allais écrire ce message, tu es prévisible comme un enfant. C'est une lettre en fait dans laquelle Freud admet assez maladroitement qu'il ne trouve pas vraiment sa femme très jolie. Je vais vous la lire, vous allez comprendre. Que tu n'es pas belle au sens où l'entend de peintre et sculpteur, je le sais fort bien. Si tu tiens à ce que je donne aux mots leur sens strict, je suis contraint de confesser que tu n'es pas une beauté. Je ne te flatte pas en disant cela, mais je ne sais pas flatter. Il est vrai que je puis me tromper. Ce qu'il m'importe de te dire, c'est le charme de ta personne qui se révèle dans ton maintien, dans ton corps, dans la façon dont s'exprime ta douceur, ta générosité de cœur, ta raison. En ce qui me regarde, j'ai toujours été plutôt insensible à la beauté conventionnelle. Toutefois, si ta petite tête recèle encore une trace de vanité, je ne te cacherai pas que certaines gens te trouvent belle et même d'une beauté frappante. Je ne puis en juger. Trois petits points. Je trouve cette citation pas piquée des hannetons et voilà, c'est croustillant, on dirait aujourd'hui. Alors là, c'est une lettre dans laquelle, voilà, il évoque ses fiançailles. Mon trésor adoré, je me fais l'effet tantôt d'être tellement enviable, tantôt d'être tellement malheureux quand je pense que tu es ma fiancée et que tu l'es depuis 3 ans et demi. Passé en un clin d'œil, c'est la moitié du temps des fiançailles de nos patriarches, mais ils vivaient terriblement vieux et Dieu était avec eux. Donc voilà, je rappelle que Martha Bernays était également pardon, de famille juive. D'ailleurs, Freud a dû, par souci justement culturel avec sa belle famille, réciter une prière hébraïque pour faire un mariage religieux, alors que lui a tout fait pour éviter le mariage religieux, il voulait le mariage civil, mais en Autriche, en fait, c'était très compliqué. On ne pouvait pas être marié si on n'était pas affilié à une communauté religieuse. Donc Freud a dû, la veille de son mariage, apprendre les prières liturgiques pour les mariages, alors qu'il ne les connaissait pas du tout à la base. Donc là, j'en viens maintenant à un élément qui va faire la transition avec la suite, à savoir les débuts de sa carrière. Donc là, on est à peu près à l'époque où il se marie, donc 1886-1887. C'est le début de la carrière de Freud où il commence un peu à essayer de mettre en place sa méthode et d'ouvrir un cabinet. Il se marie, je le rappelle, donc il a été fiancé de 3 à 5 ans, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 ans, mais quelques années, donc assez longtemps quand même avec Martha Bernays, et ils se marient tous les deux le 13 septembre 1886. Donc là, Freud, en fait, commence sa carrière. Donc je vais quand même donner quelques éléments sur le contexte du mariage. Un mois avant son mariage, il avait quitté son premier logement pour un appartement plus vaste où au début, les clients furent loin de se presser. Parce qu'à l'époque, Freud n'est pas connu encore, donc ça va vraiment mettre beaucoup de temps. Freud avait prévenu sa femme qu'ils auraient sans doute une vie dure. Elle le fut en effet, et pendant quelque temps, les cadeaux de mariage prirent un à un le chemin du mont de piété. Dès midi, donc l'heure de la consultation, le jeune ménage attendait les malades qui avaient reçu le surnom irrévérencieux de nègres, par allusion à la caricature d'un journal humoristique où l'on voyait un lion bâiller en disant déjà midi et toujours pas de nègres. Peu à peu cependant, les nègres, donc les patients, furent envoyés par d'anciens maîtres de Freud ou des amis très proches, ceux-là même qui l'aidaient depuis longtemps de leur argent et de leurs conseils. Donc là en fait ce sont les amis d'université, ceux qui appréciaient Freud, ses contacts, qui essayaient de faire du bouche à oreille pour populariser un peu son activité. Freud était installé en qualité de spécialiste, je cite, des maladies nerveuses. Mais très vite, il s'est aperçu que la neurologie qu'on lui avait apprise ne pouvait pas grand-chose pour la majeure partie de ces malades.
Et c'est là où la psychanalyse commence un peu à entrer en scène. Ceux-ci, donc les malades, en effet, ne souffraient pas en général d'une quelconque lésion organique du système nerveux, donc un problème presque biologique, physiologique. C'étaient des nerveux, au sens premier du terme. On dirait aujourd'hui que c'eût été des névrosés, c'est-à-dire des gens qui encombraient toutes les branches de la médecine, tous les médecins, tous les spécialistes, sans relever à proprement parler d'aucune de ces branches. Ces malades singulièrement déshérités allaient à l'époque de médecin en médecin et essayaient en vain tous les traitements. Et tout le monde, en fait, aucun de ces spécialistes n'arrivait vraiment à les guérir jusqu'au bout. Or, pour Freud, lui, en fait, il voulait vivre de sa clientèle. Et il se dit que le meilleur moyen de réussir était de se montrer efficace, ce qui apparaît assez cohérent. Là où ses confrères, eux, prenaient leur parti de leur complète impuissance pour traiter ces nerveux, entre guillemets. Et ce désir de guérir paraît aller de soi, puisqu'on se dit, un médecin, c'est son rôle de guérir, mais à l'époque de Freud, c'est peut-être c'est le premier à essayer de baliser, de créer un véritable effort scientifique pour guérir ces nerveux, qui deviendront plus tard, en quelque sorte, les névrosés. Alors, ce sont des catégories un peu schématiques, mais c'est un peu pour planter le tableau. Donc, j'ai donné mes indications un peu biographiques sur la vie de Freud, quelques anecdotes. Je pense que vous avez largement de quoi cerner les grandes lignes du personnage. Je ne pourrais pas tout dire, ce serait beaucoup trop long, et je suis obligé de faire des choix pour la conférence, parce que énormément a été écrit à l'époque du vivant de Freud, et encore plus depuis. Mais certainement pas la référence que Colo vient d'indiquer, hein, qui est extrêmement vulgaire, et pas du tout, je ne prends pas du tout son point de vue. J'essaye d'être beaucoup plus neutre, justement. On en vient maintenant au nœud de l'affaire, la question centrale, la question fondamentale. Qu'est-ce que la psychanalyse et en quoi pouvons-nous parler de révolution psychanalytique avec Freud et son œuvre? Puisque c'est véritablement une révolution scientifique de premier plan. Puisque Freud crée littéralement la psychanalyse. Il n'y en avait pas avant, et on a un peu ce plaisir de voir au fil des années, des ouvrages, des controverses académiques et scientifiques naître petit à petit un domaine, un champ de discipline. Et c'est pas tous les jours, et pour le coup c'est assez récent par rapport à nous. Donc, tâchons de mieux comprendre l'émergence de la psychanalyse. Alors, l'élément fondateur, et vous allez voir que ça fait lien avec ce que je viens de vous dire, on a avec Charcot, donc Charcot a beaucoup étudié l'hystérie. Freud, vous avez vu, lui, quand il ouvre son cabinet, il essaye de guérir les maladies nerveuses. Et tout ça va plutôt bien s'imbriquer. Freud fait paraître les études sur l'hystérie en 1895, qui marque un peu le début, en quelque sorte, de la révolution psychanalytique. On va un peu se pencher sur la réception de l'hystérie. Enfin, la réception, pardon, de ces études sur l'hystérie. Elles furent assez mal accueillies dans les milieux médicaux, ce qui acheva de décourager l'un des maîtres de Freud, tandis que Freud lui-même s'armait de moqueries contre la sottise des critiques. Un ennemi qui ne lâchera plus qui ne lâchera plus, pardon, tout au long de sa vie, puisque tout au long de sa vie, à chaque fois que Freud va faire paraître un ouvrage, très tôt, il va y avoir énormément de critiques, et là, c'est l'un de ses premiers ouvrages, on va dire, forts que Freud fait paraître, mais il va devoir attendre presque 20-30 ans avant que tout le monde arrête de le critiquer systématiquement et de reléguer un peu ses travaux. On a, excusez-moi, je perds ce que je voulais dire. Excusez-moi. Voilà. Donc là, en fait, on a seulement un professeur de l'université de Vienne qui a enseigné l'histoire de la littérature, Alfred von Berger. Lui est l'un des rares, pour ne peut-être pas dire le seul, qui à l'époque, comment dire, n'est pas aussi dur envers l'ouvrage. Citons-le. Nous pressentons qu'il deviendra un jour possible d'accéder au secret le plus profondément enfoui dans la personnalité humaine. La théorie elle-même n'est en fait rien d'autre que cette sorte de psychologie dont font usage les poètes. Citation très intéressante elle vous montre bien en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que la psychologie, la psychanalyse, quand Freud commence un peu à mettre par tout ça, est au croisement de la médecine, de la littérature, de la philosophie. Il y a un peu ce parallèle avec les poètes et avec, en quelque sorte, la sagesse des anciens et la culture des anciens. Vous allez voir que c'est quelque chose de très important qui va revenir avec les rêves. Cette première critique marque une date dans l'histoire mouvementée de la psychanalyse et de la littérature. Freud, qui écrivait dans les études sur l'hystérie que ses histoires de malades tenaient plus du roman que de l'observation médicale, dut y trouver déjà une agréable compensation. Puisque les études sur l'hystérie, c'est un peu un ouvrage dans lequel il va revenir un peu sur ce qu'on va plus tard appeler les névroses d'hystérique.
J'en viens maintenant à ce que je vais vous dire, la science des rêves, qui est son autre ouvrage très important dans le début de sa carrière. Donc, les études sur l'hystérie, c'est 1895, la science des rêves, c'est 1899. Ouvrage fondamental, encore étudié aujourd'hui, très très intéressant. Et en fait, je vais un peu résumer les grandes lignes de l'ouvrage. L'idée, c'est que, et je pense que vous le savez déjà parce que c'est déjà très connu, c'est que pour Freud, les rêves ne sont pas anodins. On peut les découper, on peut les analyser, on peut en tirer quelque chose. Ça dit quelque chose de l'individu et ça peut aider à diagnostiquer et par le même coup guérir les névrosés, les hystériques, les nerveux, entre guillemets. En fait, c'est quelque chose d'assez important puisque, comme je vous l'ai dit, euh, le professeur de littérature de Vienne qui comment dire, prenait parti pour Freud citait les poètes dans le passage que je viens de vous dire. Et en fait, Freud reprend à son compte cette vieille idée des anciens, puisque dans le monde antique, le monde gréco-romain, le monde même sémite, même dans la Bible, pense à la Bible, et encore plus dans le monde gréco-romain, les rêves n'étaient pas anodins. On considérait que dans les rêves, les dieux, ou alors Dieu au singulier, essayaient de communiquer à l'homme quelque chose sur son destin, son avenir, ses erreurs. Voilà, on pensait que les rêves avaient une signification à part entière qui, dans l'Antiquité, était liée au côté religieux. C'est les dieux qui nous parlent, ce sont des symboles à décrypter. Freud reprend un peu cette démarche, mais il essaye d'en faire quelque chose de beaucoup plus didactique, analytique et scientifique. Mais la démarche est à peu près similaire si on enlève le côté religieux. Et en fait, l'intuition qu'a eu Freud, c'est que les rêves ont une importance parce que Freud a lui-même commencé à analyser ses propres rêves. Notamment lorsqu'il fit un rêve le mercredi 24 juillet 1895, un jour historique, comme il le nota lui-même, à demi sérieusement. Il s'agissait du rêve dit de l'injection d'Irma. Freud en avait transcrit l'interprétation dans un café de la banlieue de Vienne au restaurant Bellevue, où il se demandait s'il y aurait jamais une plaque commémorative portant l'inscription C'est dans cette maison que, le 24 juillet 1895, fut révélé au docteur Sigmund Freud le secret des rêves. On croira sans peine que Freud ne se serait pas attaché avec autant de passion au problème des rêves s'il n'avait eu une inclination personnelle pour ce sujet. De fait, il était grand rêveur et depuis toujours, semble-t-il, s'appliquait à noter ses rêves dans l'un de ses carnets qu'il détruisit un jour avec d'autres papiers. Fait que, je note au passage, Freud a détruit et fait brûler énormément de ses lettres et carnets personnels parce qu'il ne voulait pas que les biographes du futur puissent faire sa propre analyse et sa propre psychanalyse, et c'est quelque chose qui l'a toujours terrifié. Il a toujours été très attentif lorsqu'il a été connu, que enfin, quand il était connu, donc à partir des années post-Première Guerre mondiale, il a toujours été très méfiant quand il publie un nouveau travail académique, de faire en sorte que ce travail ne puisse pas être vu comme un élément pouvant servir à faire la psychanalyse de Freud lui-même. Bref, je continue un peu sur l'importance du rêve. Le rêve pour Freud n'est donc pas seulement un objet scientifique, mais comme toujours chez cet homme tendu vers une connaissance approfondie de soi-même, une source de questions étroitement liée à sa vie. Et c'est en cela en fait qu'il se rapproche un peu de l'oniromancie de l'Antiquité. La composition maintenant de l'ouvrage, la composition de la science des rêves, a demandé plusieurs années de travail. Freud a dit qu'il en avait volontairement retardé la publication pendant 4 ou 5 ans. Je passe encore une fois, et maintenant on va s'attarder un peu au découpage de l'ouvrage assez brièvement. Enfin, découpage un peu des grandes lignes et des grandes thèses de l'ouvrage. Comme je l'ai dit, pour Freud, le rêve n'est pas un déchet inutile. Au contraire, c'est un phénomène plein de sens dont l'absurdité et l'incohérence disparaissent dès qu'on sait l'interpréter à l'aide d'une méthode scientifique appropriée. Ce dont le rêveur se souvient au réveil, c'est le contenu manifeste du rêve. Le matériel que fournit le rêve au terme de l'analyse est appelé son contenu latent. Donc le contenu latent, c'est après l'analyse avec le psychiatre, le psychanalyste, c'est ce qu'on appelle le contenu latent. Donc c'est un peu ce qui ressort du fond du rêve en quelque sorte. Le processus de transformation du rêve latent en rêve manifeste, c'est le travail du rêve. Le travail d'analyse le refait exactement en sens inverse. Envisagés sous l'angle des rapports entre le contenu latent et le contenu manifeste, les rêves peuvent être divisés en 3 catégories. D'abord, les rêves clairs et raisonnables, qui semblent emprunter directement à notre vie consciente. Ils sont fréquents, brefs et sans grand intérêt pour nous, parce qu'ils n'ont rien qui frappe l'imagination. En fait, des rêves
assez simpliste, assez premier degré en quelque sorte. Le second groupe est celui des rêves raisonnables dont le sens, quoique parfaitement clair, ne laisse pas de nous étonner parce que rien en nous ne justifie de pareilles préoccupations. Ce sont typiquement les rêves qui font qu'on s'écrie lorsqu'on se réveille d'où peut bien me venir cette idée. Le troisième groupe comprend précisément les rêves qui ont suggéré aux psychologues l'idée d'une activité psychique réduite et inutile. Ils sont en effet obscurs, absurdes, incohérents. Ce sont eux qui renferment les énigmes dont l'analyse parvient à percer le sens en remplaçant le contenu manifeste par le contenu latent du texte onirique. Il est remarquable que plus le rêve est obscur, plus il résiste à l'analyse, plus il semble s'opposer à la reconstitution de sa pensée cachée. Vous avez compris, derrière le rêve, il y a une pensée cachée qui révèle quelque chose de l'inconscient du patient. J'en viens maintenant à un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre et que je vais présenter assez brièvement et qui continue même de faire couler beaucoup d'encre. Les 3 essais sur la théorie sexuelle. Donc là, on est au XXe siècle, c'est plusieurs années après. C'est un ouvrage qui, lorsqu'il a paru, a suscité énormément de polémiques et de critiques. Donc, comme vous l'avez compris, ça évoque la sexualité. Et en fait, ce sont 3 essais, qui sont facilement trouvables aujourd'hui, sur la théorie sexuelle. Les 3 essais, les titres sont les aberrations sexuelles. Deuxième essai, la sexualité infantile. Troisième essai, les transformations de la puberté. Ce qui donne un peu le ton de l'ouvrage. En fait, dans ces 3 essais, Freud s'attache à étudier les objets érotiques, également aussi les perversions. Je vais lui donner la parole puisque ça me semble important de dire ce que lui-même a voulu faire. Ce sont peut-être les perversions les plus répugnantes qui accusent le mieux la participation du psychisme dans la transformation de la tendance sexuelle. Quelque horrible que soit le résultat, on y retrouve une part d'activité psychique qui correspond à une idéalisation de la tendance sexuelle. La toute-puissance de l'amour ne se manifeste jamais plus fortement que dans ses égarements. Donc les égarements sont un peu les troubles liés à la sexualité, comme la bisexualité, le fétichisme, le voyeurisme, le sadisme, le masochisme. Ce qu'il y a de plus élevé et ce qu'il y a de plus bas dans la sexualité montre partout les rapports les plus intimes, du ciel jusqu'à l'enfer. J'en viens maintenant à un autre ouvrage, comme ça me permet un peu de faire un tour d'horizon et ensuite j'aborderai un peu des considérations qui me sont plus personnelles. Donc, ouvrage aussi très important qui a eu un retentissement assez fameux, puisqu'il s'agit de psychopathologie de la vie quotidienne. C'est notamment dans cet ouvrage que Freud aborde la question des actes manqués et des lapsus révélateurs. Donc l'ouvrage paraît en 1901. Je donne un peu maintenant quelques indications justement sur les actes manqués. Comme le rêve, l'acte manqué est donc un compromis entre 2 intentions antagonistes qui veulent s'exprimer ensemble et ne le peuvent qu'au prix d'une sorte de concession mutuelle, en provoquant une déformation, une faille ou une apparente incorrection de pensée. Comme le rêve, il résiste sournoisement à l'analyse, de telle sorte que l'intéressé lui dénie en général toute valeur, tandis que la victime ou le témoin d'un oubli n'est jamais bien loin d'en percer la signification. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est l'acte manqué. Les nombreux exemples de lapsus et autres erreurs cités par Freud sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de s'y arrêter. Donc là, c'est un peu la question de la psychopathologie de la vie quotidienne. Le titre me semble assez évocateur, c'est l'idée que tous les petits couacs, les petits, non pas égarements, mais les petits malentendus de la vie quotidienne, disent quelque chose d'un point de vue psychanalytique sur la personne qui commet ces couacs, ces malentendus, ces petites bévues de la vie quotidienne. Ce sont eux qui ont le plus fait pour populariser les idées élémentaires de la psychanalyse. Et si aujourd'hui il n'est plus possible d'excuser une bévue par un oubli ou une distraction, c'est la psychopathologie de la vie quotidienne qui en est cause, même pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc quand on vous dit c'est un lapsus révélateur, là il y a eu un acte manqué, l'idée que même des petits égarements de paroles, de pensées, voilà, qu'on pourrait assimiler à je sais pas, une fatigue du cerveau, que tout ça en fait a un sens psychanalytique très profond, ça vient de psychopathologie de la vie quotidienne. Les petits manquements quotidiens, les aberrations inoffensives qui font ressembler l'homme le plus normal à une sorte de dément temporaire, ils sont décrits et étudiés avec tant de pénétration que sur ce point au moins, le
lecteur le plus réfractaire à l'explication psychanalytique semble abandonner toute résistance. Sans doute, il faut plus que s'amuser de quelques lapsus pour accepter la pensée de Freud dans son entier. Il n'empêche que la vogue de ce livre unique, en son genre, marque un changement considérable dans les esprits et que, à ce titre, elle demeure un fait historique. Donc cet ouvrage a vraiment été fondamental. J'en viens maintenant à un autre point avant de passer à ma dernière partie. En fait, ça passe assez vite, même si je vais être assez long, puisque je vais aborder quelque chose qui est souvent survolé et qui va un peu revenir sur les débuts de Freud. Je vous l'ai dit, jeune, et même lorsqu'il était vieux, Freud a toujours été imprégné de culture littéraire. C'était quelqu'un qui lisait énormément. Vous avez compris que c'était un peu un encyclopédiste. C'était un peu un Hérode avant l'heure. Voilà, il s'intéressait à beaucoup de choses. Et il a une très grosse appétence pour la littérature. Je vous l'ai dit, Shakespeare. Il lisait Zola, on sait qu'il lisait Zola, Balzac, etc. Enfin, c'était un lettré de l'époque, de l'Europe du XXe siècle, comme il en existait énormément. Et très tôt, il a en fait, vu que la psychanalyse, je vous l'ai dit, est un peu au croisement de médecine, littérature, philosophie, que c'est quelque chose qui agrège énormément d'éléments, il a très tôt essayé de tisser des liens entre psychanalyse et littérature. Puisque, réfléchissez, si même les actes quotidiens, les lapsus de notre vie quotidienne disent quelque chose indirectement de notre moi intérieur, de nos pulsions non avouées, alors la littérature, qui est quand même le lieu d'expression par excellence du moi, avec un grand M, eh bien, la littérature est un champ d'étude pour la psychanalyse extrêmement fertile. Et Freud, très tôt, s'est posé, a un peu balisé les recherches dans ce domaine-là. Il s'est notamment penché sur Don Quichotte et Flaubert. Et je vais lire quelques extraits très très courts pour que vous puissiez un peu saisir ce qu'il a pu en dire. Le livre qui occupe le plus de place dans la correspondance de cette époque, donc lorsque Freud était jeune, c'est le Don Quichotte de Cervantes. Et il avait même envoyé un exemplaire à Martha, sa fiancée, un exemplaire d'ailleurs de luxe illustré par Gustave Doré. Citons Freud. N'est-il pas très touchant de voir un grand homme, donc là on parle de Don Quichotte, lui-même idéaliste, se moquer de ses idéaux? Avant d'avoir la chance de comprendre la profonde réalité de notre amour, nous avons tous été de nobles chevaliers, parcourant le monde au milieu d'un rêve, interprétant de travers les faits les plus simples, transformant les platitudes en choses nobles et rares, et faisant ensuite triste figure. C'est pourquoi nous autres hommes, nous lisons toujours avec le même respect les descriptions de ce que nous fûmes jadis et de ce que nous sommes partiellement restés. Analyse très intéressante, je trouve, pour ma part. Autre ouvrage sur lequel Flaubert s'est quelque peu appesanti, La tentation de Saint-Antoine de Gustave Flaubert. J'ai lu ce livre qui, de la façon la plus condensée et avec une vigueur incomparable, jette à la tête des gens toutes les corruptions du monde. Je rappelle, la tentation de Saint-Antoine parle de Saint-Antoine, qui était l'inventeur du monachisme chrétien et des tentations qu'il a subies dans le désert, pour justement mettre en place la vie monastique, et c'est la recherche de l'ascèse. D'où le titre La tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Je continue sur la lecture, là c'est Freud qui parle. Non seulement il évoque les grands problèmes de la connaissance, mais pose les vraies énigmes de la vie, tous les conflits des sentiments et des impulsions. Ces questions, il est vrai, on ne peut se dispenser d'y songer parce qu'elles se posent partout et toujours. Mais on se contente chaque fois de leur fixer une place restreinte. Nous nous habituons à croire qu'il ne faut penser à la solution de ces énigmes qu'à certains moments déterminés et qu'en dehors de ces moments-là, elles cessent d'exister. C'est pourquoi les énigmes viennent nous assaillir brusquement au réveil, nous ôtant le calme et le courage. Là aussi, analyse assez intéressante. Autre point, et ensuite je conclus cette petite partie. Freud s'est également penché, dans cette sous-partie un peu sur l'art, sur Léonard de Vinci. Fait aussi assez peu connu, et il a un peu essayé de faire une analyse de Léonard de Vinci. Analyse liée à la sexualité de Léonard de Vinci et à son enfance. Chez Léonard, nous rencontrons ensemble et une curiosité intellectuelle dominante et un étiolement marqué de la vie sexuelle, laquelle se limite à l'homosexualité dite platonique. Nous serons donc enclins à le prendre pour modèle de notre troisième type. Après une période infantile d'activité intellectuelle au service d'intérêts sexuels, Léonard serait parvenu à sublimer la plus grande partie de sa libido en instinct d'investigation.
Donc je rappelle, la sublimation pour Freud, c'est que en fait on est tous liés à des pulsions sexuelles liées à l'enfance, et la sublimation, c'est un des modes de gestion de ces pulsions sexuelles infantiles. C'est quand, arrivé à maturation à l'âge adulte, on arrive à, comment dire, à poser ces pulsions sexuelles, à les orienter vers un but noble, très souvent l'art. La sublimation, c'est quand on sublime justement ces pulsions sexuelles dans quelque chose d'artistique, mais c'est plus large que l'art. Ça peut aussi, par exemple, être lié au religieux. Telle serait l'essence et le secret de son être. Mais il n'est pas facile d'en faire la preuve. Il nous faut connaître l'évolution psychique de ses premières années. Or, il semble insensé d'espérer trouver des documents à cet effet, les données sur la vie de Léonard étant fort rares et incertaines. De plus, il s'agit d'une période de la vie dont les circonstances échappent à l'attention des observations, même chez les personnes de notre génération. Puisque pour Freud, tout se joue entre, on va dire, 0 et 5 ans, pour un peu ces questions de pulsions sexuelles infantiles qui vont déterminer la vie une fois passé l'âge adulte. Donc c'est ce qui apparaît assez cohérent, puisque dans les sources, même sur les personnes les plus connues, c'est la période de la vie qui est peut-être la moins traitée. En tout cas, pas avec beaucoup de détails. Je continue un peu. Donc Freud a pourtant réussi à trouver une donnée précise sur l'enfance de Léonard, et cela dans un récit scientifique. Il s'agit d'observations sur le vol du vautour que le peintre interrompt pour évoquer un souvenir de ses premières années, bizarrement lié à son sujet. Citons encore une fois Freud. Il me semble que je suis destiné de tout temps à m'occuper tout spécialement du vautour. Non, pardon, excusez-moi, citons Léonard. Car je me rappelle comme un de mes tout premiers souvenirs d'enfance qu'étant encore au berceau, un vautour vint à moi, m'ouvrit la bouche avec sa queue et à plusieurs reprises poussa cette queue entre mes lèvres. Et là, Freud, forcément, le mot queue dans toutes les langues peut aussi être rattaché aux membres phalliques. Et là, Freud ne manque pas de faire le parallèle entre ce souvenir d'enfance lointain de Léonard de Vinci et les questions de pulsion sexuelle et de sublimation artistique. Je continue. Freud, dans sa recherche sur Léonard, en vient à découvrir, enfin, à rappeler que, en fait, Léonard a un peu eu deux mères. Léonard de Vinci a eu deux mères, l'une légitime et l'autre non. Donc il a un peu été abandonné par sa première mère et il y en a eu une autre. Et forcément, Freud va en faire une analyse assez développée. L'enfance de Léonard fut aussi singulière que ce tableau. Donc le tableau, c'est, excusez-moi, c'est la composition de Sainte-Anne. Voilà, c'est la Sainte-Anne de Léonard de Vinci. Si quelqu'un veut mettre le tableau, qu'il n'hésite pas. Il avait eu deux mères. Donc là, il parle de Léonard de Vinci. D'abord sa vraie mère, Katharina, à qui on l'arracha entre 3 et 5 ans. Ensuite, une jeune et tendre belle-mère, Donna Albiera, la femme de son père. Une autre circonstance de son enfance. La présence simultanée d'une mère et d'une grand-mère au foyer de son père le conduisit à concevoir Sainte-Anne en condensant les deux figures. La figure maternelle la plus éloignée de l'enfant, la grand-mère, correspond par son apparence et sa situation dans le tableau à la première et vraie mère de Léonard de Vinci, Katharina. Et l'artiste recouvrit, voilà du bienheureux sourire de la Sainte-Anne, la douleur et l'envie que ressentit la malheureuse quand après avoir cédé la place, elle dut abandonner l'enfant à sa noble rivale. Je m'arrête un peu là-dessus sur les interprétations de Léonard de Vinci, enfin sur Léonard de Vinci. Merci pour le tableau, on ne le mettra pas dans la vidéo, mais pourquoi pas. Ah, intéressant. C'était un peu une manière de vous montrer qu'en fait Freud s'est attaqué à tout, puisque vous savez, on parle souvent de la psychanalyse comme la découverte d'un nouveau continent. Continent intellectuel, continent de la pensée. Mais donc une fois ce continent découvert, une fois cette recette découverte, on a envie de l'appliquer à plein d'éléments de la culture humaine, de la vie humaine, de l'âme humaine même. Très tôt, Freud a étudié, alors Léonard de Vinci c'est plus tardif, mais très tôt, Freud a eu cette ambition-là, avec la psychanalyse et ses méthodes d'analyse, de vouloir tout expliquer, tout analyser. Très tôt, Don Quichotte, Flaubert, et plus tard, au cours de sa vie, Léonard de Vinci. Après, on est libre, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Je vous retranscris un peu l'évolution de Freud, ses ambitions intellectuelles. Je ne suis pas là pour prendre parti. J'en viens maintenant à ma quatrième et dernière partie, mais juste avant de l'aborder, je vais présenter un ouvrage majeur. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que cet ouvrage m'a vraiment énormément marqué personnellement. Et ça va nous permettre également de faire un peu un tour d'horizon des travaux de Freud. C'est Totem et Tabou. Totem et Tabou paraît en 1913 et très tôt, encore une fois, ça fait énormément de bruit dans la communauté savante.
Je vous résume la thèse de Totem et Tabou. En fait, c'est l'idée d'appliquer le complexe d'Oedipe, sur lequel je passe très brièvement, mais je pense que vous savez à peu près de quoi il en retourne. C'est l'idée d'appliquer le contexte d'Oedipe à l'anthropologie. Je m'explique. Vous le savez, l'humanité, bon, il y a l'histoire, les civilisations. L'histoire commence avec l'écrit, mais il y a aussi, au-delà de la préhistoire, il y a aussi l'humanité primitive, ce qu'on pourrait appeler ça. Bon, le terme est galvaudé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une humanité qui vit en petites tribus, éparpillées, avec généralement un mâle dominant, comme dans les tribus de beaucoup de mammifères. Des mammifères qui vivent dans un état, on va dire, qui ont une vie sociale, on pourrait dire ça comme ça. Et Freud, en fait, essaye d'appliquer le complexe d'Oedipe à cette humanité tribale primitive. Quelle est sa thèse? Pour lui, dans la tribu de l'humanité primitive, c'est un peu un schéma de pensée, hein, il ne fait pas une étude archéo-anthropologique, c'est plus un schéma conceptuel. Dans la tribu humaine primitive, il y avait un mâle dominant qui comment dire, avait l'autorité sur ses fils et qui un peu voilà, les contraignait parce que le père incarne la loi, l'autorité à laquelle on doit se soumettre, et le fils, dans le complexe d'Oedipe, est à la fois pris entre deux feux, puisque d'un côté il admire son père et de l'autre il le déteste parce qu'il se sent frustré par lui. C'est un peu le nœud du complexe d'Oedipe, à la fois de l'admiration du fils et de la haine pour le père en fait. Le fils déteste son père et à la fois il l'apprécie. Eh bien, pour Freud, dans la tribu primitive, les fils ont fini par tuer le père pour avoir accès à la mère et donc indirectement à la sexualité, mais les fils ont eu tellement de remords vis-à-vis de leur acte criminel originel qu'ils ont voué un culte au père qu'ils ont eux-mêmes tué et qu'ils se sont interdits de profiter comment dire, de certains droits après avoir tué le père, donc ils se sont eux-mêmes autocontraints et le remords qu'ils ont eu d'avoir tué le père s'est transformé en culte. D'où le totem et d'où le tabou, parce qu'on a tué le père et qu'on ne peut pas le dire. Donc pour lui, les cultes, en quelque sorte primitifs, animistes, mais indirectement on retrouve ça aussi dans le monothéisme, parce que pour lui, il y a un continuum dans la pensée religieuse de l'humanité. Pour lui, les totems, dans comment dire, les peuplades primitives qui existent encore en Amazonie et qui existaient encore au siècle dernier en Afrique, pour lui, ces cultes autour des totems, des idoles, sont liés à ça. C'est le père primitif qu'on a tué il y a des milliers d'années et dont on entretient le souvenir par un remords et une espèce de, voilà, de sensation de malaise qu'on maintient génération après génération. Voilà, je résume la thèse assez brièvement. Et très tôt, en fait, dès que l'ouvrage est paru en 1913, énormément d'anthropologues sont tombés sur Freud en lui disant c'est incohérent, tu prends pas en compte les travaux des anthropologues de renom. En fait, Freud, moi je peux le confirmer, dans sa bibliographie, il cite énormément d'anthropologues allemands ou autrichiens en vigueur à l'époque. Il cite même à un moment Durkheim pour son travail sur le totémisme dans les tribus. Ouvrage aussi assez intéressant. Il le cite qu'une fois, hein, par ailleurs, hein. C'est pas sa référence principale. Mais en fait, ce que les anthropologues ont reproché à Freud, et ce que je pense certains d'entre vous lui reprocheraient, c'est que c'est un schéma assez binaire, assez simpliste. Mais Freud lui-même dit, je ne suis pas là pour faire œuvre d'anthropologue, je suis là pour proposer un modèle général, une interprétation large. Je ne suis pas là pour faire une étude détaillée d'anthropologie. Mais malgré ça, quelques anthropologues ont plutôt apprécié l'ouvrage et l'ont défendu. Donc c'est un ouvrage qui a fait débat des années encore après sa parution, sa publication. Pardon. J'en viens maintenant à ma dernière partie qui va être assez longue. Je vais essayer d'être pas trop long puisque ça fait presque une heure. On va un peu se pencher sur les cercles psychanalytiques et je vais brièvement aborder aussi la fin de vie de Freud. Donc les cercles psychanalytiques, j'entends en fait les proches de Freud, les débats qu'il a eu avec des amis médecins, des amis d'université, des gens rencontrés au hasard parmi ses patients, qui sont devenus ses proches, ses intimes, qui l'ont défendu, qui ont débattu avec lui, qui ont fait connaître la psychanalyse ou qui ont rompu avec lui. C'est dans cette partie-là qu'on va parler de Jung notamment. Forcément, je ne pouvais pas ne pas en parler, mais je vais être assez bref. Là, l'une des personnes qui a vraiment très tôt compté dans la vie de Freud, c'est Fliess, un ami à lui, avec lequel il a entretenu une très longue correspondance très très tôt. Et vous allez voir que dans les lettres qu'il envoyait à Fliess, on ressent une amitié très très forte. Une lettre datée du 1er janvier 1896, donc là on revient au début de Freud, prise entre beaucoup d'autres qui lui ressemblent, suffit à donner le ton des liens qui unissaient les deux hommes, Freud et Fliess. J'ai envoyé à Zertor une image des deux hommes qu'il pourra mettre dans l'illustration de la conférence. Des êtres comme toi, donc là c'est Freud qui écrit, des êtres comme toi ne devraient jamais disparaître.
Nous manquons trop, nous autres, d'hommes de ton espèce. Quel remerciement ne te dois-je pas pour la consolation, la compréhension, l'encouragement que tu m'apportes dans ma solitude. Tu m'as fait saisir le sens de l'existence et dernièrement tu m'as rendu la santé, ce que nul autre n'aurait pu faire. C'est avant tout ton exemple qui m'a permis d'acquérir la force intellectuelle, de me fier à mon propre jugement et d'affronter, comme toi, avec une résignation voulue, toutes les épreuves que peut me réserver la vie. Pour tout cela, accepte mes sincères remerciements. Donc Fliss, lui, il vivait à Berlin et Freud, comme je vous l'ai dit, il vivait à Vienne. Et ils se sont échangés des lettres pendant très très longtemps en fait. J'en viens maintenant. Est-ce que j'avais d'autres passages à vous lire? Ah voilà, un autre passage pardon sur la relation encore une fois avec Fliss, très important. Donc Fliss meurt en 1928 à Berlin. Et en fait, c'est sa veuve qui a vendu à un libraire de Berlin les 284 lettres de Freud, que Freud avait envoyé à Fliss. Donc 284 déjà, c'est pas mal. Ainsi que les notes et les manuscrits qui les accompagnaient. Et la femme de Fliss, donc Madame Fliss, sachant déjà que Freud déchirait les lettres, ou les détruirait d'une manière ou d'une autre, parce que Freud ne voulait pas qu'on puisse retracer son évolution, il voulait pas qu'on puisse faire sa biographie parfaite en fait, il voulait pas qu'on puisse faire son analyse, et bien en fait, euh, c'est une proche de Freud, Marie Bonaparte, rencontrée à Paris, qui a beaucoup fait pour le développement de la psychanalyse, qui a réussi à racheter une partie des lettres, et Freud a réussi à en brûler une partie. Ah non, excusez-moi, j'ai dit une grosse bêtise. Excusez-moi, je me reprends, comme ça il n'y aura pas d'erratum. Non, non, en fait, Marie Bonaparte a bien repris les lettres, elle les a achetées auprès de la veuve de Fliss, mais elle les a gardées, elle a empêché Freud de les détruire. Et même après la mort de Freud, quand Freud était en Angleterre, c'est grâce au fait qu'elle ait gardé les lettres que la fille de Freud, Anna Freud, a pu les réouvrir et qu'elles ont pu être analysées, dépouillées. Excusez-moi, je me suis emberlificoté. Donc voilà, je continue un peu sur la relation avec Fliss et on va un peu revenir aussi sur leur relation épistolaire et sur leur rapport à la littérature, parce que les deux étaient de grands lettrés et les deux appréciaient la littérature. Puisque la littérature joue un rôle très important dans la correspondance entre les deux hommes. Freud, dans cette correspondance entre lui et Fliss, citait sans cesse Shakespeare et lui recommandait la lecture de Kipling. Fliss, de son côté, lui fit connaître l'œuvre de Conrad, le grand écrivain suisse, pardon, excuse-moi, je me suis, je me suis un peu éparpillé. Et voilà, donc il discutait très souvent de littérature et aussi d'archéologie. Freud discutait même de Zola avec lui, donc ça montre que ça peut être assez intéressant. Et d'ailleurs, les deux amis se sont passionnés et ont abordé Zola en lien avec l'affaire Dreyfus, et les deux se sont vraiment enflammés pour l'affaire Dreyfus à la fin du XXe siècle. À la fin du XIXe siècle, excusez-moi, je commence vraiment à fatiguer. Je passe un peu sur Fliss et on en vient directement au gros morceau parce que Fliss a un peu été oublié, il est peu connu du grand public, même si ça a été un ami de Freud pendant des années et des années, qu'ils ont été très 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 proches pendant très très longtemps. J'en viens maintenant à l'éléphant dans la pièce, Jung. Carl Gustav Jung, le grand, difficile à définir, psychanalyste, philosophe, ésotériste, on va en parler. Ce sera juste, je vais en parler brièvement. Je ne vais me parler que de Jung dans le cadre de sa relation avec Freud. Ce n'est pas une conférence sur Jung. La correspondance entre Freud et Jung commence en 1906. Freud avait alors 50 ans et pour la première fois, donc là je passe un peu, son anniversaire a été fêté par tous ses disciples qui vivaient avec lui à Vienne. Donc c'est 50 ans, il commence à être, voilà, il est bien assis dans sa réputation, il est connu, il a son cercle de disciples en Europe et à Vienne. Et pour ses 50 ans, son anniversaire est fêté en compagnie de tout ce beau monde, enfin de ceux qui sont à Vienne. Et d'ailleurs, on lui offre une médaille avec le symbole d'Oedipe dessus, en référence à Oedipe roi de Sophocle et au complexe d'Oedipe, voilà, comme vous le savez. Mais en dehors de cet anniversaire de ses 50 ans, c'est le début de sa correspondance avec Jung, comme je vous l'ai dit. Jung, qui est l'un des premiers psychiatres étrangers, qui a sérieusement réfléchi à la théorie de Freud et qui a même commencé à l'appliquer. Jung, à l'époque, était assistant du professeur Bleuler au Burgosli, qui est un établissement psychiatrique fameux, en Suisse notamment, enfin en Suisse tout court, qui attirait les étudiants de tous les coins de l'Europe. Jung était évidemment une recrue de choix pour le jeune mouvement psychanalytique, puisque
Euh, D'un côté, c'était un psychiatre, voilà, qui travaillait dans un hôpital psychiatrique universitaire prestigieux en Europe, et de l'autre, même s'il était encore qu'assistant, et de l'autre, Jung était issu d'une culture chrétienne ouvertement antisémite. Et Freud, en fait, était assez content parce qu'il se disait, si même quelqu'un qui, culturellement, sociologiquement comme Jung, est porté à me détester de nature, en vient à s'intéresser à mes théories, Freud voyait ça comme à la fois une victoire et en était presque flatté. Et il se disait, pour lui, c'était en quelque sorte une preuve que la psychanalyse avait un vrai intérêt. Parce que à partir du moment où Freud commence à avoir une réputation assise, il y a un peu ce bruit qui court dans les milieux, on va dire, aussi la psychanalyse, que c'est une science juive. C'est quelque chose qui apparaît dans les textes de l'époque, où c'est euh, fustigé comme une science juive. Et donc le fait de recruter Jung était un avantage de choix. Jung avait lu très tôt la science des rêves et l'avait même mentionné par 3 fois dans son ouvrage sur l'occultisme. En 1904, Freud avait reçu de Bleuler, donc le maître de Jung, l'impressionnante nouvelle que le professeur zurichois s'intéressait à la psychanalyse depuis quelques années et sur l'instigation de Jung, son principal assistant, recherchait les applications possibles de la nouvelle méthode au domaine obscur de la schizophrénie. Bleuler, qui poursuivait et étendait les travaux du grand psychiatre allemand Kraepelin sur la démence précoce, était une autorité à l'époque mondialement reconnue, dont l'adhésion, déjà flatteuse en elle-même pour Freud, avait de surcroît un inappréciable poids scientifique. Donc le fait d'avoir Bleuler et Jung avec lui, ça n'était pas rien pour la légitimation académique et scientifique de la psychanalyse. Je continue un peu sur ma lancée entre les relations Jung-Freud. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Excusez-moi, je me perds. Non, je ne me perds pas, nous sommes bons. Donc, j'en reviens maintenant au début des discours psychanalytiques. Parce qu'en fait, ça va être un très très gros point. En fait, c'est que Freud avait énormément de disciples avec lesquels il y a eu discours. Je ne vais pas revenir sur tous. Il y a eu Ferenczi, Adler, qui est très connu. Donc voilà, on va dire que les grands pontes qui gravitaient autour de Freud, qui pour la plupart étaient des amis de disciples, ou même des gens qui l'admiraient dans sa jeunesse et qui petit à petit se sont mis à réfléchir eux-mêmes à la psychanalyse et à développer leur propre œuvre, au bout d'un certain temps, certains, par leur étude de la psychanalyse et leur propre, on va dire, arrière-plan intellectuel, culturel, se sont mis, pour certains, à dévier, en quelque sorte, à creuser leur propre sillon dans l'étude de la psychanalyse, et des fois en s'écartant du cadre même tracé par Freud. C'est un peu ce que je voulais dire, et je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail, parce que sinon ça prendrait 3 heures, et je n'exagère vraiment pas. Ne serait-ce que parler d'Adler et de Ferenczi pardon, dans le détail, ce serait long, et je vais passer un peu ça. Donc au moment où ces querelles éclatent, déjà un peu avant la Première Guerre mondiale, et même bien avant, enfin des années avant la Première Guerre mondiale pour Jung, et encore plus après la Première Guerre mondiale, Jung joue aussi un rôle. Parce que Jung, de son côté, était un peu étranger à toutes les questions sociales. Et c'est là où on en vient en fait à un point fondamental. L'adhésion de Jung au mouvement freudien a duré seulement quelques années. Elle s'est arrêtée assez tôt, en 1911 si ma mémoire est bonne, je vous redirai ça. Parce qu'en fait, Jung, dès le début, même s'il s'intéressait à Freud, euh, ça ne pouvait pas coller. Non pas parce que Jung était issu d'un milieu ouvertement antisémite, mais parce que Jung, lui, n'avait pas les mêmes prérequis scientifiques que Freud. Jung s'intéresse, vous le savez si vous le connaissez, à l'ésotérisme et au symbolisme. Et donc, pour lui, la psychanalyse ne peut qu'être un outil pour accéder à des niveaux de compréhension beaucoup plus abstraits, beaucoup plus généraux que le simple fait de soigner un patient. Pour lui, il y a quelque chose du symbolisme général de l'être humain et la psychanalyse peut être vaguement un outil pour ça. Mais ça ne peut pas être une fin en soi. Et c'est aussi le côté très ésotérique de Jung qui ne pouvait pas aller avec Freud, qui était un juif laïque en quelque sorte, laïcisé. Donc voilà, c'est un peu l'un des éléments qui a joué dans la rupture. Et je pense que je vais m'arrêter là. J'en viens maintenant à un extrait très très court qui n'a rien à voir et qui va me permettre de faire un peu le pont vers ma dernière sous-partie et ensuite nous aurons fini. C'est que Freud, très très tôt, au cours de sa vie, lorsqu'il est arrivé à Vienne, pas immédiatement lors de son arrivée à Vienne parce qu'il était trop jeune, mais on va dire lors de ses débuts de jeune adulte, a adhéré au B'nai B'rith. Donc B'nai B'rith, ce sont littéralement les fils de l'Alliance. C'est une organisation juive
créé au milieu du 19e siècle et qui est un peu calqué sur les loges francs-maçonnes. Et c'est un peu le même principe, mais pour certains juifs qui voulaient y adhérer. Et lorsque Freud commençait, enfin, dès le début de sa carrière, lorsqu'il a été ostracisé, vous avez compris que c'est entre 30 et 50 ans qu'il commence un peu à s'affirmer, mais avant ça, et même encore, c'est plutôt vers 50 que 30. Avant ça, malgré ses publications, il est un peu ostracisé, on va dire qu'il mène son bonhomme de chemin, mais c'est long, ça prend des années. Et en fait, à cette époque-là, donc fin 19e, début 20e, il est un peu ostracisé partout, sauf chez les Bnei Brit, où il prend plaisir à aller pour discuter de ses théories. Je lis quelques extraits. En général, donc à cette époque-là, Freud ne parlait pas en public en dehors de ses cours à l'université. Le seul endroit où il faisait parfois des conférences était le cercle juif Bnei Brit, cette association libérale à laquelle il s'était inscrit vers 1897. Donc c'est quand même pas mal. Et dont il fut membre toute sa vie durant. Là, en effet, il y avait de la sympathie et de la bonne volonté à son égard, et la soif de connaissance du public était présente. Voilà, j'en viens maintenant à ma dernière sous-partie, et ça va être assez long, je vais essayer d'être assez bref. J'en viens maintenant à la question l'histoire du mouvement psychanalytique, puisque cette dernière sous-partie, on va un peu se concentrer. Là, je vous ai présenté les grandes figures qui avaient gravité autour de Freud. Maintenant, on en vient à la psychanalyse et aux institutions, entre guillemets, au cercle psychanalytique. Et très tôt, Freud, de par son activité, voilà, il ne s'arrête pas d'écrire, de publier, de faire des conférences, d'enseigner, de tenter des théories, de faire avancer ses travaux. Et très tôt, lui-même prend conscience qu'il doit un peu baliser ce qu'il est en train de créer. Et c'est ainsi que paraît en 1914 déjà l'histoire du mouvement psychanalytique par Freud. Et voilà, excusez-moi, je commence vraiment à me perdre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en fait. Excusez-moi, je voulais déblatérer là-dessus. Non, non, c'est juste pour vous dire que voilà, dès le début, Freud balise un peu l'histoire de la discipline qu'il est en train de créer. J'en viens à un autre point un peu anecdotique, mais qui me semblait important de citer dans cette conférence un peu fourre-tout autour de Freud, c'est l'affaire de la bisexualité. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez compris, la bisexualité et les perversions sexuelles, entre guillemets, vous l'avez vu avec les 3 essais sur la théorie sexuelle, ont été étudiés par Freud. Et pour lui, il y a des pulsions bisexuelles un peu inconscientes, présentes dans beaucoup d'êtres humains. Je simplifie au maximum, mais c'est un peu l'idée. Donc la bisexualité est un objet d'étude pour Freud, et avec les 3 essais sur la théorie sexuelle, ça a fait polémique. Et ça fait polémique d'ailleurs dans d'autres petits textes, d'autres petits articles de Freud. Et cette affaire, un peu de la bisexualité traitée par Freud, a eu un épilogue. En 1903, un jeune philosophe viennois, Otto Wenninger, avait publié un livre intitulé Sexe et caractère, certains d'entre vous connaissent bien, dans lequel il mettait au premier plan l'idée de la bisexualité. Ayant appris que Wenninger était extrêmement lié avec un jeune psychologue élève de Freud, qui s'appelait Svoboda, Fliss, donc l'ami de Freud à l'époque, pensa aussitôt que l'idée de Wenninger venait de lui. Et en fait, il y a eu un quiproquo. Bon, Wenninger s'est suicidé entre-temps, mais il y a eu un quiproquo de plagiat en fait entre un disciple de Freud et Wenninger. Et je trouve cette anecdote assez intéressante à mentionner pour un peu vous rappeler que quelque part dans l'univers, tout est lié. J'en viens maintenant à un autre point que je vous mentionne très brièvement, c'est que dans cette idée de baliser un peu la nouvelle science qui est en train d'apparaître, Freud, via l'intermédiaire de quelqu'un qui appartient à ces cercles, fait publier en 1926 le manuel de psychiatrie. J'en viens maintenant directement à un autre point dans lequel on va aborder très brièvement la suite de la psychanalyse et on va un peu faire la transition avec la fin de vie de Freud. Après la Première Guerre mondiale, en fait, Freud, comment dire, est très touché par le conflit. C'est vraiment un peu un choc pour lui, même si au début il part un peu la fleur au fusil. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque Freud, qui a toujours un peu été brimé par le milieu de l'aristocratie viennoise et on va dire de la bourgeoisie viennoise, enfin de la population viennoise de manière générale, de par sa judaïté, en fait, au début du conflit en 1914, Freud est presque animé, comme beaucoup de juifs de l'époque, d'un mouvement national. Il se met à se sentir pro-autrichien, comme beaucoup de juifs allemands se mettent à se sentir allemands, parce que c'est un peu l'occasion pour eux de se sentir rattachés à une nation. Chose qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas expérimenter en fait ce sentiment national dans la vie quotidienne. Donc j'en viens maintenant à un point assez intéressant, c'est que après la fin de la Première Guerre mondiale se pose
la question des rapports entre médecins et psychiatres. Ou plutôt, est-ce que tous les psychiatres doivent être médecins ou pas? Donc déjà avant la guerre, la question se posait. Avant 1914, les non-médecins étaient très rares parmi les psychiatres. Il n'y en avait guère que deux, le pasteur Pfister, donc un pasteur protestant qui était très ami de Freud et qui expérimentait la psychanalyse lui aussi, et Hermine Hug-Helmuth, qui du reste se consacrait exclusivement aux enfants, puisque c'est aussi poser la question des analyses sur les enfants. Après les travaux de Freud sur la théorie sexuelle, la sexualité infantile, c'est un peu mis en place l'idée de faire des analyses sur des enfants, et cette Hermine Hug-Helmuth y a participé avec d'autres disciples de Freud. Pendant la guerre, Mélanie Klein commença sa brillante carrière d'analyste d'enfants en collaborant avec Ferenczi, un grand disciple de Freud, à sa clinique de Budapest. Puis Rank se résolut aussi à exercer, en se raisonnant d'abord à une clientèle enfantine, selon l'illusion répandue alors qu'elle posait moins de problèmes ardus que celle des adultes. Peu à peu cependant, le nombre des non-médecins augmenta, et à Vienne surtout, où les dispositions légales sur ce point étaient extrêmement étroites, il fallut enfin songer à légitimer leur existence, tant au regard de la loi que de la légalité interne de diverses sociétés. C'est un peu là qu'un point fondamental se joue, c'est que après la Première Guerre mondiale, en Autriche et même dans le monde européen de manière générale, se pose la question de savoir quels sont les liens véritables entre la psychiatrie et la médecine. Et comme je viens de vous le lire, beaucoup de non-médecins deviennent psychiatres et les deux commencent un peu à se dissocier. Mais en France, par exemple, il faut attendre les années. On a encore un procès en 1951 où en fait, ce procès oppose un psychiatre qui n'est pas médecin et qui se permet d'exercer. Donc ça met quand même beaucoup de temps. Et en 1951, je rappelle que Freud est mort depuis 12 ans. Voilà. J'en viens maintenant à aborder un autre point tout aussi fondamental, c'est la naissance des sociétés psychanalytiques en Europe. Donc forcément, sans surprise, tout part de Vienne et tout se répand assez vite dans le monde germanophone, et donc en Allemagne. En Angleterre, ça prend assez vite, on va dire, le pli avec une société royale de médecine qui commence assez tôt à accueillir favorablement la psychanalyse. En France, la médecine en général s'inspirait toujours des critiques malveillantes de Pierre Janet, qui voyait très mal, qui voyait d'un très mauvais œil la médecine, surtout après Charcot. En France, paradoxalement, ce ne sont pas tant les milieux médicaux qui ont pris à leur compte la théorie psychanalytique de Freud, ce sont surtout les milieux littéraires, avec notamment André Gide et André Breton, qui ont fait une place d'honneur à Freud dans la Nouvelle Revue française. Et vous savez qu'il y a un lien entre certains milieux littéraires surréalistes et la théorie psychanalytique, parce que très tôt, ces surréalistes ont vu d'un bon œil les possibilités d'interprétation, les possibilités d'expérimentation littéraire avec la psychanalyse. Dès 1926, cependant, la Société psychanalytique de Paris, fondée grâce à l'impulsion d'Eugénie Sokolnika, une élève de Freud et de Ferenczi, présida à une diffusion plus large des idées freudiennes dans les milieux psychiatriques. Et Édouard Pichon, médecin des hôpitaux, psychiatre d'enfants et linguiste distingué, fournit à la société son instrument de travail indispensable en élaborant avec soin le vocabulaire psychanalytique français. Dès 1926. Ce qui montre que voilà, Freud n'a pas été inventé après sa mort, contrairement à d'autres personnages. Donc je passe un peu sur les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que, sans surprise, le nazisme se répand, commence à gagner une importance non négligeable dès 1933. En 1938, c'est l'Anschluss, donc les nazis pénètrent en Autriche, et jusqu'au dernier moment, Freud ne veut pas quitter Vienne. Il est très attaché à la ville, même s'il la déteste. Il y a une relation d'amour-haine entre les deux, mais jusqu'au dernier moment, il ne veut pas quitter la ville. Les nazis perquisitionnent même chez lui et chez sa fille Anna Freud. Il ne se passe rien. Et en fait, ce sont les ambassadeurs français, américains font pression, même Mussolini, parce qu'il y avait des cercles psychanalytiques à Rome qui essayent de faire pression sur Mussolini, et Freud est un peu sauvé, et il a ses laissés-passer, et il va se réfugier à Londres en 1938. Mais de ce qu'on sait même des sources nazies, c'est qu'il lui aurait donné son laissez-passer, et de toute façon, tant la pression internationale était forte pour essayer de faciliter son exil, il ne lui aurait, rien n'aurait pu lui arriver, à moins qu'il soit resté jusqu'en 42. Et encore. Bon, c'est un peu sujet à débat, mais bref. Quoi qu'il en soit,
Lui, il ne voulait pas partir, mais tous ses proches ont fait pression sur lui. Donc, avec l'appui international, plus tous ses proches qui faisaient pression pour qu'il s'en aille, il a fini par accepter et il arrive à Londres en 1938, comme je vous l'ai dit. Fait intéressant, il rapproche sa fuite de Vienne. Il fait une analogie entre lui qui s'évade de Vienne et la chute du Second Temple. Je trouve ça très intéressant. Je vais vous lire ce passage qui est très court, tiré d'une lettre de Freud, de sa correspondance, qui est très intéressant et qui en dit long sur ses rapports avec la judaïté. Immédiatement, justement, parce qu'après, en fait, sa fuite de Vienne, la société psychanalytique viennoise est mise sous séquelles est fermée, en fait, tout simplement. Ses œuvres sont brûlées. On va dire, même les mouvements psychanalytiques en Europe et surtout en Allemagne sont déjudaïsés en quelque sorte et on refuse d'appliquer les théories freudiennes, mais on reprend un peu la psychanalyse, mais on refuse le vocabulaire, les théories freudiennes, et on expulse les juifs, forcément. Et Freud compare sa fuite de Vienne et le fait qu'en fait la société psychanalytique de Vienne soit mise au tapis, en fait détruite littéralement, il compare ça à la destruction du temple. Je cite: Immédiatement après la destruction du temple de Jérusalem par Titus, Rabbi Yohanan ben Zakkai demanda l'autorisation d'ouvrir la première école rabbinique à Yabné. Nous sommes en voie de faire la même chose. Après tout, nous sommes habitués aux persécutions. Je viens maintenant sur un dernier passage sur la fin de sa vie et ensuite je vous présente un autre ouvrage de Freud et après je conclus la conférence pour de bon. Donc Freud, vous le savez, se réfugie à Londres et en fait il reçoit la visite d'énormément de personnalités célèbres de l'époque qui viennent un peu le voir. Notamment Stefan Zweig, pardon, mais également l'anthropologue Malinowski, le leader sioniste Chaim Weizmann, pour qui Freud avait une très grande estime, H.G. Wells, l'écrivain, le docteur Yehuda, professeur de philosophie juive, qui vient lui demander de ne pas publier son livre Moïse, dont je vais parler juste après. L'ouvrage Moïse, L'homme Moïse et l'invention de la religion monothéiste par Freud, mais je vais en parler juste après. L'un des visiteurs qui impressionne le plus dans cette dernière période de la vie de Freud, c'est Salvador Dali, sur le champ son portrait et qui, avec sa flamme de jeune espagnol, l'incite à modifier son opinion sur les surréalistes, lesquels, bien qu'il l'eussent pris pour patron, parce que je vous l'ai dit, les surréalistes appréciaient beaucoup Freud et son œuvre, lui faisaient jusque-là l'effet de dangereux déséquilibrés. Donc là, c'est Freud qui les voyait un peu d'un mauvais œil. Je trouve ça très intéressant à signaler. Donc voilà, Freud arrive à Londres en 1938 et il meurt le 23 septembre 1939. J'en viens maintenant à mon dernier point et ensuite je vous laisse. C'est que dès 1937, Freud commence à écrire un ouvrage qui, à la fin, va s'intituler L'homme Moïse, la religion monothéiste. Et c'est un peu l'aboutissement de tous les tiraillements de Freud autour de son rapport au judaïsme et à sa judaïté. L'homme Moïse, la religion monothéiste paraît dans un premier temps en 1938 avec les deux premières parties et de manière, et de manière complète en 1939. Ouvrage fascinant. Je résume un peu, c'est l'idée d'appliquer, encore une fois, les thèses, les maraudes freudiennes à la figure de Moïse. Figure qui a toujours fasciné Freud. Il faut savoir que même si Freud n'a jamais été pratiquant, il a toujours été fasciné par certaines figures de la Bible, Moïse notamment, et il s'identifiait pendant toute sa vie à Joseph. Et d'ailleurs, il a une théorie psychanalytique entre Joseph, le Joseph de la Bible, celui qui va en Égypte, et Napoléon. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Donc l'ouvrage L'homme Moïse et la religion monothéiste, quelle est la thèse? La thèse, c'est que Moïse était un prêtre de la religion d'Akhenaton. Vous savez qu'Akhenaton est un peu dépeint de manière grossière comme l'inventeur du monothéisme parce qu'il réduit le culte sur Aton, enfin on va dire qu'il focalise le culte sur le dieu égyptien Aton, le dieu de lumière. Et donc il est un peu vu comme l'inventeur du monothéisme. Et pour Freud, Moïse est un prêtre de Aton, du dieu Aton, et quand Akhenaton est mort et que les prêtres égyptiens sont revenus sur la réforme qu'on pourrait qualifier de monothéisante d'Akhenaton, lui, Moïse, a refusé ce retour à aux anciens cultes égyptiens, il était attaché à la réforme d'Akhenaton, et donc il aurait choisi les Hébreux en Égypte, et il les aurait emmenés jusqu'aux portes de la terre promise, puisque vous le savez, Moïse n'entre pas en terre promise. Et en fait, pour Freud, pardon, la doctrine monothéiste de Moïse est tellement complexe pour les Hébreux que, en fait, les Hébreux n'ont jamais réussi à se défaire de leurs idoles. Il prend par exemple le veau d'or comme exemple significatif.
Parce que la révolution monothéiste que Moïse voulait conserver était trop subtile intellectuellement, trop abstraite pour que les Hébreux puissent la comprendre. Les Hébreux en viennent à tuer Moïse, et c'est de ce meurtre dont ils se repentent et dont ils ont honte, qu'ils veulent exorciser. C'est à cause de ce meurtre, encore une fois, originel, que les Hébreux se sont rappelés de Moïse et ont voué un culte majeur au souvenir de Moïse et à la loi de Moïse, et donc à la Torah. C'est un peu les grandes lignes de la thèse freudienne. Il y a aussi d'autres éléments liés aux épisodes bibliques qui se passent à Madian au Yémen, où Moïse va chercher, en fait, a des révélations du Seigneur, et c'est là où il va chercher sa femme. Et en fait, pour Freud, le dieu que Moïse rencontre à Madian est un dieu colérique, volcanique, et il essaye de faire quelques parallèles religieux assez discutables. On va dire que c'est un ouvrage qui a encore une fois été très débattu, et il est plus intéressant d'un point de vue psychanalytique que d'un point de vue biblique. C'est pas un ouvrage de recherche biblique euh, au sens premier du terme, c'est vraiment de la psychanalyse appliquée à la Bible, mais la théorie, encore une fois, peut sembler intéressante, notamment ces excursions sur le fait que Yahvé soit vu à certains moments, notamment à Madian, comme un dieu volcanique et colérique, et les développements psychanalytiques qui en suivent. Je m'arrête là. Donc je rappelle, la thèse de Freud pour Moïse, enfin la thèse de Moïse, pardon, la figure de Moïse pour Freud, c'est que il a été assassiné comme le père primitif, et c'est pour ça que les Hébreux lui ont voué un culte important et ont conservé la Torah, ont mis en place la Torah. Voilà, et c'est un peu une œuvre majeure qui vaut le coup de lecture. Enfin, si vous avez l'occasion de la lire, lisez-la. Ça se lit bien, c'est intéressant, mais ne le prenez pas comme un ouvrage euh, historique ou biblique d'études sérieuses sur Moïse. Ça n'est pas du tout le cas, et ça n'est pas du tout le projet. Et même l'ouvrage a commencé de paraître en 1937 dans ses premiers chapitres, déjà ça suscitait énormément de débats, et Freud l'a réannoté énormément au cours des 2 ans qui séparent les premiers jets de 1937 et l'apparition définitive en 1939. Je m'arrête là, chers amis. J'ai accompli ma mission. Je vous rends la parole. Ah bah Francis, ça va, si tu as réussi à suivre une grande partie, je suis content. Bah, c'est compliqué en même temps de parler d'évoquer tout Freud en moins de 2 heures, même si j'aurais duré 2 heures, ça aurait pas été malin parce qu'en fait, j'aurais accordé plus d'importance à certains chapitres qu'à d'autres, et à force de rentrer dans le détail, je vous aurais perdu et ça aurait été compliqué de passer à autre chose. Donc, j'ai essayé un peu de synthétiser. Mais on pourra en reparler sur des points plus précis à l'occasion, avec plaisir. Là, c'était un peu une introduction à Freud et à la révolution psychanalytique, d'essayer de voir comment la psychanalyse est née, et aussi de parler de Freud, parce que les deux sont indissociables. Je vous rends la parole, hein, si vous voulez poser des questions, réagir, vous êtes libres, chers amis. À moins que vous soyez tous endormis. Ah mais tu as le droit d'avoir ton point de vue, Francis. La psychanalyse fait énormément de débat, mais en fait c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas d'où vient la psychanalyse, mais en fait, d'un point de vue purement pragmatique, ça a pris énormément d'importance. Maintenant, c'est pris au sérieux, c'est enseigné, et ça a même une importance culturelle dans la société. Voilà, l'exemple des lapsus révélateurs, des actes manqués, c'est devenu presque quelque chose de connu de tous. Donc c'est aussi pour ça que ça me semble important de vous en parler, parce que même si vous ne vous intéressez pas à la psychanalyse, elle, s'intéresse à vous. Et maintenant, c'est quelque chose de, voilà, c'est pas quelque chose de tabou qui est mal vu, donc c'est d'autant plus important de s'y intéresser. Je vous rends la Ouais, bah, parole, hein, n'hésitez merci, pas. merci Hérode pour la conférence, c'était très intéressant. C'est ouais, c'était une bonne biographie pour revenir tout ça sur la vie de Freud, en long, en large et en travers. Enfin, bon, c'était pas exhaustif non plus, mais oui, enfin, ça va, ça a fait quand même une bonne, ça a bien tenu, quoi. Et ouais, après, ouais, après la psychanalyse, ouais, je connais pas non plus, enfin, je connais ce qu'on en dit, quoi, mais c'est vrai que je connais pas non plus que ça, quoi. Bah, c'était l'occasion d'introduire le sujet, hein, donc c'est parfait. Ouais. Des remarques, Megumi,
Notre ami du Havre, Colo, Francis, Spock, questions, remarques, même on peut discuter ensemble de ce on pense de la psychanalyse chacun, c'est aussi l'occasion. Bah, ouais, après c'est vrai que, comment dire? C'est sûr que c'est un petit peu compliqué comme science parce que bon, oui, il peut y avoir des choses intéressantes à en tirer et tout ça. Après, est-ce que ça a la, rigueur scientifique d'une science dure? J'en sais rien moi, comme la physique ou quoi, je pense pas. Mais, oui, il y a quand même je pense qu'il y a quand même des choses, intéressantes à en retirer peut-être, au niveau plus individuel, humain, je sais pas, mais Du coup, moi, si tu veux ma réaction, Hérode, c'était Vas-y, vraiment vas-y. intéressant et puis, j'ai assez bien suivi aussi, même si j'ai une connexion un peu pourrie. Mais moi, la psychanalyse, c'est vrai que je suis un peu dubitative, hein, je l'avoue. Je trouve que c'est une pseudo-science, je trouve que c'est très simpliste, c'est voilà, tout se rapporte tout le temps à la sexualité. Enfin, voilà, je trouve que Freud, c'est un obsédé de ça, j'ai beaucoup de mal à le suivre. Après, c'est quelqu'un d'intéressant malgré tout parce que justement, c'est quelqu'un de cultivé qui connaît plein de choses et donc ça vaut le coup, je trouve, de s'y pencher quand même. Mais moi, personnellement, je suis pas convaincue de la véracité de son travail, en fait. Tu vois, je pense que c'est un peu bullshit, si vous voulez mon avis. Je mets une petite pièce dans le cochonnet, désolé. C'est un peu des bêtises, quoi. Je trouve que c'est de la pseudo-science. Moi, j'ai vraiment du mal. Et je pense, Francis a adoré le passage où il dit que sa femme n'est pas belle, et moi aussi, hein, vraiment. C'était vraiment mon passage préféré de toute Et moi conférence. aussi, hein, je vous l'avoue. Moi aussi, C'est absolument moi aussi. génial. Donc on a pu juger sur pièce, hein. Mais Mais je trouve que Ah, j'ai c'est cité Freud, hein, lui, j'ai finalement. Psychanalysons oh là là. Freud. Donc voilà, non, je mais trouve ça après ouais. assez ouais. rigolo. Je suis pas entièrement d'accord. C'est pas non plus oui, ça, comme j'ai dit, ça n'a pas la rigueur scientifique d'une science dure, mais il y a quand même des choses très intéressantes à en tirer. Et, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont vraies quand même. Ça touche quand même assez juste sur la plupart des choses. Et si, Oui, moi, je crois qu'il a totalement. raison. Enfin, Freud a quand même raison sur là-dessus, c'est que, bah oui, on est des êtres quand même faits à la base programmés pour la reproduction. C'est pas étonnant, c'est pas en contradiction avec les lois biologiques et la psychanalyse n'est pas en contradiction là-dessus, Je je trouve. je suis, totalement d'accord. En fait, pour moi, c'est un champ de compétences, une discipline. Le mot science, bon, ça veut tout et rien dire, donc je m'en méfie un peu, mais dans le sens où ça se base sur des travaux antérieurs et ça essaye de démontrer un raisonnement via des données, soit empiriques, soit théoriques. Bon voilà, quand Freud, même si ça reste un exercice de style, mais dans Totem et Tabou, il prétend pas faire un travail d'ethnologue, mais il se base sur des travaux d'anthropologue pour essayer justement de donner du crédit et de la démonstration à sa théorie du meurtre du père dans les tribus primitives. Donc il s'appuie là-dessus. De même, on l'a vu, en fait, il a été énormément marqué par Charcot. Charcot qui a beaucoup étudié l'hystérie, lui, il se base là-dessus pour ses propres travaux. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la psychanalyse, c'est important de revenir sur sa naissance, parce que quoi qu'on en pense, en tant que, même si le terme science ne vous plaît pas, on peut en employer un autre, en tant que champ de compétences, champ de connaissances, discipline, champ académique, elle est au croisement de plein d'autres domaines en fait. Et de la même Ouais. manière que on pourrait dire que l'étude de la littérature n'est pas une science, mais c'est une discipline dans le sens où ça s'appuie sur des travaux, une analyse Oui, voilà. rationnelle. Là-dessus, oui, la psychanalyse n'est pas non plus une affabulation totale. Faut pas exagérer non plus, hein. Oui, voilà. Et ouais, c'était intéressant aussi la conférence, pour, ouais, c'était pour, tout le, comment dire? Sur merde, les connaissances, de Freud, enfin les milieux, qu'il côtoyait, tout ça, c'est ça que je veux dire, putain. Oui, oui, c'est un personnage. Charcot, tout ça, enfin ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Heu, Même, Jung, Oui, voilà, c'est Jung, intéressant, ouais. assistant de Bleuler dans l'hôpital psychiatrique et universitaire, l'un des plus cotés d'Europe. Son maître Jung, qui travaillait sur la schizophrénie,
Et voilà, eux, c'était vraiment des médecins de formation et ils prenaient pas Ouais. ça pour n'importe quoi, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et Freud vient du milieu médical aussi à la base, hein. Je me suis pas trop appesanti dessus, Oui, mais oui, ouais, ouais. Tu le disais, ouais. En fait, je pense que ce qui me dérange dans Freud, c'est vraiment le côté interprétation des rêves, subconscient, tralala. Ça, pour moi, c'est vraiment la partie où je ne peux pas souscrire et justement, ma rationalité me pose la limite et me dit: «Non, mais là, c'est bon, ça suffit». Pourtant, j'aime beaucoup, Carl Jung, il y a pas de problème et je peux entendre que enfin, je disqualifie pas complètement Freud en disant juste en balayant d'un revers de main, en disant: «C'est de la merde, ça vaut rien». C'est juste qu'il y a des choses où vraiment je me dis: «Non, mais là, moi, je suis pas. Moi, j'accroche pas, j'arrive pas à me raccrocher à son wagon là et à partir dans le truc». Mais après, voilà, ça reste quelqu'un de très, très intéressant et justement, il me semble qu'il y a eu quand même pas mal de controverses, le concernant donc c'est énormément, d'autant plus énormément. voilà, c'est d'autant plus intéressant de s'y Oui, pencher donc mais controverse même de son vivant avec des disciples qu'il a gardés pendant des années qui ont coupé les ponts avec lui, ont eu des désaccords scientifiques, psychanalytiques, hein. Donc oui, même de son vivant, il n'y avait que des controverses, hein, vous l'avez vu, hein. Jung, Adler, j'en ai pas parlé sinon ça aurait été beaucoup trop long, mais que des controverses. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, bah, ça a raccroché les wagons avec quand tu as parlé du nom de sa femme qui est Bernays, enfin, c'est du Oui, coup son neveu Édouard Bernays c'est ça. qui a, enfin voilà, c'est la portée des travaux de la psychanalyse. Ça va très loin, hein. Euh, ouais, voilà, ça va très loin. Ça a changé aussi la face quelque part du marketing et moderne, ouais, Exactement, Colo l'a de rappelé manière parce de. que dès qu'il entend quelque chose qu'il sait, il a envie de montrer: «Moi je sais, moi je sais». Parce Mais que je voilà, suis c'est un pour dire marketeur, monsieur. Parce que je suis un oui, marketeur, monsieur. Voilà. oui, mais tu l'as pas lu comme tous les marketeurs, tu lis des PowerPoint. Je reviens juste là-dessus, c'est qu'en fait, Allez! c'est aussi pour ça que Allez! ouais, voilà, mais moi je suis en forme. C'est aussi pour ça que c'est important de s'y pencher parce que, bah, tu l'as dit Zertor, en fait, tu l'as très bien dit, la psychanalyse a changé le monde, qu'on le veuille ou non. Donc, même si nous on s'y intéresse pas, Mhm, elle s'est intéressée à nous et elle nous environne, qu'on le veuille ou non. Voilà, on Ouais. je suis parler de d'accord. Bernays parce que c'est l'exemple le plus connu, voilà. Mais voilà, je voulais dire avec Total et Tabou, Freud a été, comment dire, a fait réfléchir et a entraîné des bouleversements, des développements chez les anthropologues, les ethnologues, ceux qui étudiaient la littérature, la philosophie, qui étaient professeurs à l'université de Vienne, les psychiatres, les médecins, des pasteurs qui s'intéressaient à son traitement. Donc c'est beaucoup plus large qu'une simple affabulation philosophique qu'on en pense. On en pense quoi, Oui, mais oui. c'est beaucoup plus large. Elle est bien celle-là, elle est bien placée celle-là, Hérode. Voilà. Elle est bien placée. Affabulation Mais je suis freudienne. d'accord avec toi. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi parce que cette science, on peut appeler ça une science, je ne sais pas. Oui, 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 Euh, on peut appeler ça comme ça. mais moi je vais l'appeler comme tel parce que c'est convenu et que ça me convient bien. Hum, C'est fascinant. Pour moi, c'est fascinant. C'est quelque chose qui m'échappe un peu. Je veux pas être, je veux pas faire le magnanime et prétendre savoir des choses que je ne sais pas. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. C'est-à-dire, et grâce à ta conférence, j'ai pu y voir un peu plus clair, ça c'est vrai. Néanmoins, je vois tellement de détracteurs à la fois de pourfendeurs et de ceux qui défendent, et qui défendent cette science que ça me donne envie d'aller creuser un peu plus loin et voilà. Je suis pas forcément du même avis que mes gourmis en disant qu'il faut tout dégager d'un seul revers de main. Je pense qu'il y a des choses à prendre. Mais effectivement, les chemins de raisonnement assez oedipiens, voilà, ça c'est le classique, c'est l'argument le plus classique. Je vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas Oui. forcément très intéressant et ni pertinent. Hem mais oui, je trouve que c'est un peu trop facile, mais je pense qu'il y a plus que il y a plus, il y a plus qu'un chemin, oedipien comme le dit, notre ami de Normandie, Michel O, le boomer, voilà. Je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est pas très Alors, intéressant. ouais, ouais, vas-y, Mégumi, je te mais par laisse contre, plus. je vais m'exprimer, je crois, j'ai dit justement qu'il faut pas Mmh, balayer Freud d'un revers de main, hein, au contraire, ça vaut le coup d'aller voir pourquoi il raisonne ouais, comme ça, pourquoi il pense ce qu'il pense. Franchement, enfin moi, c'est un truc sur lequel, je me suis pas penchée de manière hyper sérieuse, mais et il moi trouve que aussi. cette conférence était vraiment la bienvenue, mais Mmh mh. c'est enfin, moi j'aime beaucoup Jung, donc il y a pas de raison, tu vois? Enfin, Oui. maintenant, il faut que je me penche sur, un peu plus sur Freud,
Donc voilà, de prime abord, du peu que j'en ai su, c'est vrai que je suis pas convaincue, mais je dis qu'au contraire, faut pas se dire juste: «Ah bah non, ça me plaît pas, donc voilà». Non, je pense qu'il faut aller voir Mmh. quand même. Et oui, je pense pas que ce D'accord. soit full bullshit, mais c'est juste que, bah, il y a certaines Il y a choses dans beaucoup ce qu'il ouais, dit où je me dis: «Mais non, mais attends, mais tu vas nous faire c'est pas la Madame sérieux. Irma, Mmh. tu vas nous analyser des rêves toi», Il y en bah, a c'est Madame Irma d'ailleurs. moi ça j'ai vraiment du mal, tu vois, par exemple. Mais en Oui, la fait, science des rêves, ça m'a un faut peu pas bazar, ouais, moi aussi. ouais, enfin bon après bon, voilà, enfin Mitigé, bah, je suis comme toi ça moi. n'empêche que Je suis comme toi, je suis oui mitigé. voilà, je suis vraiment mitigée, ça n'empêche que je suis pas, contre l'idée que nos rêves veulent peut-être dire quelque chose ou cachent peut-être, des choses qu'on ne sait pas justement, Mmh mh. ni analyser, ni prouver de manière certaine, parce que, bah, surtout si on utilise que la «science empirique» entre guillemets, enfin, voilà, c'est sûr qu'on va pas on va pas trouver grand Oui. chose, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre, donc pourquoi pas, tu vois? Enfin, je veux dire, je Mmh. suis pas fermée, c'est juste que c'est vrai que, bah, j'ai un peu de mal. Je peux le comprendre. Quelqu'un Ah veut ça défendre oula, je t'entends pas Les très barbelés, là. ouais, je t'entends pas très Freud, bien. Oui, parce oui, qu'à là tu chaque peux fois que je là parle c'est de bon. Freud ah Non, non, désolée, non, c'est pas ma du tout, pas connexion du pourrie. tout. C'est Pas bon, du c'est tout, bon. pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Pas du tout ce que j'ai dit. J'ai juste dit que j'étais pas forcément, en total accord avec, remonter enfin voilà. Peut-être que j'ai du mal à comprendre. Mea culpa. Ouais, mais après moi, pour ma part, je n'ai pas lu l'ouvrage de Michel O auquel tu te réfères donc Non, mais non. je connais un peu sa polémique, mais après, Oui. lui, je pense qu'en fait, justement, il a un peu pris le pour lui, en fait, Freud était un pervers, c'est un peu ça sa thèse et que, c'était un obsédé sexuel, c'est un peu Certes. ça son non, c'est pas Oui, ça? mais Je sais plus, peut-être. moi. Oui, mais peut-être. Mais c'est ça n'enlève pas qu'il a des explications intéressantes non plus. Je vais pas non Mais je plus, sais pas. Non, mais en fait, pas j'essayais non de plus deviner voilà. l'argumentaire de Michel O parce que je sais pas si c'était vulgaire à ce Oui. point-là ou s'il avait un vrai truc, moi j'ai pas lu son ouvrage Non, donc non et c'était un peu vulgaire, me semble-t-il à l'époque, j'ai trouvé enfin voilà. J'ai trouvé que c'était pas ouais. parce que même Freud dans ses écrits, il essaie justement d'être conscient de ses déterminismes psychanalytiques. Mmh mh. Dans l'écriture, dans le choix de ses sujets, il se dit: «Bon, j'ai mis en place une science qui essaye de dire qu'il n'y a pas de hasard dans nos sujets, dans ce qui arrive, dans nos Dans choix nos de mots», par comportements. exemple. Ouais. Voilà, Mmh mh. donc il essaie justement de se prévaloir de ça quand ça peut le toucher lui. Effectivement. Mais, moi je suis, un peu comme vous. En fait, je suis un peu comme vous. Moi, je trouve ça très intéressant intellectuellement à lire et à essayer de se replacer dans la démarche de Freud, mais d'un point de vue pratique, je reste assez, voire très circonspect envers l'analyse en tant que telle, pour ma part. Mmh. Est-ce que ça rapporte des vrais résultats? Peut-être ce n'est qu'un Bah placebo. On ne sait pas en fait, en vérité. il y en a plein qui ont réussi leur analyse avec Freud et qui après sont devenus des proches, des disciples donc Avec les disciples. af Bon ben voilà, oui, enfin voilà, ou le mot est des lâché. proches qui étaient dans les cercles autour de lui, mais pas tous. Mais Mmh. voilà, Onfray, lui, prendrait ça pour dire, c'était un obsédé sexuel narcissique, j'en suis sûr. Et peut-être, et quand bien même. Et quand bien même, voilà, On sait c'est pas ce qui nous voilà. intéresse. Mmh. Et Oui, pour le coup, c'était pas c'est le pas cas dans l'objet, sa ouais. vie maritale, il a eu plein d'enfants, il est resté fidèle avec sa femme jusqu'à sa propre mort, donc c'était quelqu'un d'assez lambda dans son mode de vie, hein, petite Ouais, bourgeoisie viennoise, hein. Il y a rien de fou derrière, hein. À moins qu'on découvre des lettres cachées, mais je pense pas. pas sûr, hein. Je pense pas. Ça correspond pas du tout à son caractère et à ce qu'on comprend de lui, Mais hein. je vais faire mon je vais faire mon béchamel, hein. Je sais qu'il est pas là, mais je vais faire mon béchamel et Allez, sur la question avec Théodore Herzl. heu, Non, pour être je connais pas sérieux, bien entre eux, hein, je je crois crois. qu'il y a eu des accointances. Je sais qu'il y a eu des accointances entre les Peut-être. 2. Bah, il y a eu, Mmh, Heisman, là, Chaim des Weizmann, accointances. Mmh mh. qui est Ouais, venu le voir voilà. à Londres, mais, Herzl, je sais Mmh. pas, honnêtement, je t'avoue. Je sais pas Peut-être à si Vienne. peut-être des lettres, qui se sont envoyées, mais, Mmh. là, je sais pas du tout pour le coup. Par contre qu'à Vienne, il y avait Sigmund à un moment, il y avait peut-être Adolphe, il y avait Mmh. peut-être, notre ami Staline Il y a du monde à ou Vienne. non Lénine, pardon, peut-être Lénine, ouais.
Bon. C'est d'ailleurs un de ceux qui a fui Vienne, qui appartenait au cercle freudien, son nom m'échappe, mais il est moins connu. Après cet exil, il est parti fonder une société psychanalytique en Terre Sainte, qui est devenue la base de la psychanalyse israélienne, en fait, dès 1938. Donc oui, oui, c'est... Et alors, pas D'autres de nom, questions, hein. remarques, Francis, Poe, même notre ami du Havre, hein, tu peux parler, il n'y a aucun problème, hein. Parce que sinon, moi, je coupe le bot, vous me dites. Je suis assez KO en plus. C'est maintenant ou jamais, chers amis. Mais on peut en discuter, hein. C'est, Voilà, Francis, que penses-tu de la psychanalyse? Dis-nous tout. Démute-toi. Spoke, idem. Golem du Havre, idem. Allez, j'y vais un petit peu. Merci Rod pour la conférence, j'ai beaucoup apprécié. Même si je connais pas grand-chose, donc mon avis n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt, mais je vais quand même le dire. Moi, j'ai l'impression, comme son nom l'indique, c'est que la psychanalyse, c'est juste une toute petite partie de la compréhension de l'homme. Donc, en faire une science, en fait, ça n'a aucun sens. En faire une petite clé de compréhension, oui, je veux bien. Voilà, c'est juste, il faut remettre bien les choses dans le contexte. L'homme n'est pas résumé qu'à son cerveau, qu'à sa psyché. C'est tout un ensemble, donc voilà, il faut juste le prendre comme un petit outil parmi tant d'autres. Je trouve que c'est une sage remarque et je suis assez d'accord. Et en plus, effectivement, tu as le côté, comme c'est évoqué, le côté un peu de sa perversion à lui. Peut-être qu'en fait, la psychanalyse, c'est déjà sa propre pathologie qu'il a conscientisée et mis en science, tu vois, Freud. C'est une question complexe. Après, comme on l'a vu, c'est vrai que pour le coup, la science des rêves, ça vient du fait que lui rêvait beaucoup et qu'il analysait ses propres rêves. C'est un peu aussi de là que vient une bonne partie de la psychanalyse. Donc, c'est sûr que non, mais on peut pas découpler l'homme Freud et la naissance de la psychanalyse là-dessus. C'est totalement vrai. C'est Il a donné c'est- du sens à son existence avec ça, tu vois. Il s'est dit que tout devait avoir un sens, donc ses propres turpitudes, ses propres souffrances, ça devait amener à quelque chose, ouais, qui est de l'ordre maintenant de la médecine, de la science. Mais bon. Bah, écoute, merci d'être intervenu, Spock. Ça me fait plaisir de t'avoir. Une dernière remarque, une autre remarque, chers amis, une question, un débat. Euh, Est-ce que vous avez déjà fait des analyses, vous avez déjà été confronté à ça? Je pose la question, par curiosité. Bah, moi, je reprends vite la parole. Moi, je pense, sans dire que je fais des psychanalyses, j'ai l'impression que dans ma manière d'être, pardon, dans la manière d'être, de réfléchir, j'ai l'impression que c'est un peu le travail que je fais sur moi-même. Mais justement, sans forcément avoir les bases. Je fais un truc à ma sauce, tu vois, comme lui à l'époque, j'imagine. En fait, quand tu réfléchis en toi-même, c'est un peu ça que tu fais, tu vois. Mais sans Bah, être aidé, bien sûr, sans avis extérieur, donc tu peux aussi tourner en boucle. Hein. oui, Pas oui, bah forcément seul justement, dans ouais. ta vie. Hein. C'est Ouais, le après, problème. c'est pas une vraie analyse, parce que pour Freud, l'analyse, il y a le patient, il y a le thérapeute qui écoute, qui interprète, il y a tout un jeu entre les deux. Donc, il faut qu'il y ait une deuxième personne pour Freud, pour faire l'analyse. Et comme je suis schizophrène, ça peut marcher, non? Oui, oui, oui. Alors, notre ami du Havre, est-ce que tu veux en parler oui ou non, enfin, tu fais comme tu le sens, mais si tu peux en parler, vas-y. Ça peut être intéressant. Parce que moi, je vais donner, allez, je lance le débat, j'affirme un peu mon avis. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, donc ce sera sans surprise. Je pense que la psychologisation ou la psychiatrisation de la société est une mauvaise chose. Et c'est peut-être un peu le défaut, c'est que la psychanalyse, bon, en tant qu'objet d'étude, peut être fascinant, mais en tant que, comment dire, manière d'interpréter la société, les comportements individuels comme seule clé de lecture, comme l'a rappelé Spock, moi je trouve que ça commence à être fatigant et ça trouve vite ses limites. Et encore plus à notre époque. Je sais pas ce que vous en pensez. Complètement d'accord. Ouais. Bah écoutez, vous voulez lancer votre débat sur Martha, Colo, ou c'est bon? Pas du tout, pas du Allez. tout. C'est juste une blague entre moi et Francis.
Bah, si personne n'a d'autres remarques ou d'autres questions, on va pouvoir couper le bot, je pense. Allez. C'est dans la boîte.